Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et Dexel Auto, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, et bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Prix. Alors voilà, vous l'avez remarqué, on a toujours des miniatures partout, et toujours elles planent, parce qu'à un moment donné, ça ne bougera pas. Enfin, ça bougera quand Alpine aura décidé de présenter évidemment sa nouvelle monoplace, parce que oui, c'est de ça dont on va parler ce soir évidemment, et non pas c'est de ça qu'on va parler, à un moment donné on parle français correctement dans cette émission, en tout cas je le souhaite, mais c'est évidemment de ça qu'on va discuter ce soir avec ces nouvelles monoplaces. On en a désormais 6. Alors, 6 selon les organisateurs, 4 selon les forces de l'ordre à peu près. Hein. C'est toujours un peu nébuleux. On vous dira les différences entre vrai F1 2022 et maquette de la FOM ou quoi que ce soit d'autre. Donc on en parlera évidemment, bien sûr. Et puis on reviendra aussi sur les différents changements, en tout cas réglementaires, parce que rendez-vous compte, nous avons enfin un format de Grand Prix. Et écoutez, on est le 15 février, donc ça va. Il reste encore un mois avant le début de saison. On était large, mais on sait enfin combien il y aura de sprints, sur quel circuit, et même si ce seront encore des courses qui détermineront la grille de départ. C'est quand même extraordinaire. Mais rassurez-vous, les statistiques vont changer, donc tout va bien. L'honneur est sauf, très clairement, et je pense qu'on parlera pas mal de ça. Et on viendra aussi, bien sûr, ce que la FIA pourrait annoncer dans les prochains jours, avec voilà, l'enquête sur Abu Dhabi qui arrive tout doucement à sa conclusion. Et on va voir un petit peu ce que tout cela va donner. À mes côtés, vous le voyez, à droite, il est formidable, Monsieur Franck, comment ça va? Salut, mais écoutez, ça va très bien. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Les F1 de 2022, on les attendait depuis tellement longtemps, depuis plus d'un an, puisqu'on était censé les avoir en 2021. Et ça y est, on en a vu une petite partie. On a vu des vraies, on a vu des fausses, on a vu des moitiés, on a vu des cachés, on en a vu des en 3D, des réels. Voilà, on va en discuter ce soir. Ça y est, l'excitation commence à monter. Et on est déjà... Moi, je dis assez positivement surpris sur le fait qu'elles sont pas exactement toutes pareilles comme on pouvait s'y attendre, malheureusement. Il y a des belles différences, il y a des très belles différences. Alors, j'avoue que je suis un peu dégoûté, moi, parce qu'en fait, pendant plusieurs semaines, donc, Franck, tu nous disais notamment, voilà, faisons attention, certains vont utiliser des photos qui seront si réalistes, on aura l'impression que ce sont des vrais machins. Mais non, ça va, on remarque toujours la différence, jusqu'à ce qu'AlphaTauri décide de nous mettre des espèces de photos d'un modèle 3D sur la piste d'Imola, dans une espèce pour ceux qui ont la ref et qui ont joué à ça il y a très longtemps, on aurait dit le jeu Grand Prix World sur PC, qui était un jeu de management où c'était en fait des F1 et tu les voyais rouler en 3D sur des photos de circuit. C'était incroyable pour l'époque. Ils ont fait la même chose chez AlphaTauri. C'était complètement fou. Monsieur Manu, maintenant il est tout seul en bas, ça y est, il y a de l'espace, ça va, c'est bien, on a poussé les murs. Ouais, ça va, écoute, j'ai un peu plus de place, mais comme dit Xbaz dans le chat, je suis plus près de la sortie, donc il faut que je me méfie. Mais non, écoute, ça va, bonsoir à tous. Effectivement, une semaine qui a été chargée, et puis une semaine qui s'annonce chargée encore avant les essais de Barcelone. Donc voilà, plein de choses à débriefer, plein de nouveautés, plein d'enseignements déjà, en tout cas visuels, donc ça commence bien. Rappelons, mon cher Manu, que ce ne sont pas des essais. À Barcelone, s'il te plaît, respecte un petit peu les éléments de langage. Bon Dieu, ils ont mis tant de temps à le faire. Du coup, j'ai une question. Si à Barcelone, c'est un shakedown, qu'ont fait les équipes aujourd'hui? Après shakedown, vraiment, faut suivre. Hein. Je comprends pas. Tournage promotionnel. Voilà. Filming Days, c'est pas compliqué. Tiens, Clovis justement, alors là, Clovis, tu es en plein dedans. Petite question, toutes les équipes ont-elles prévu un shakedown? Un vrai, pas celui de Will Buxton? Si oui, lesquels on a déjà fait? On apprécie le tac. Rendez-vous compte que désormais on a une liste. Alors vous savez, on a une liste, vous connaissez au Moyen-Âge les fameux parchemins qu'on déroulait sur 300 km. Ça, c'est la liste des gens qui ne viendront pas dans le Racing Café. Mais la liste commence à s'allonger dans le Grand Prix aussi maintenant. On sait qu'il n'y aura pas Will Buxton. International, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est quand même dommage, j'aurais adoré une émission Grand Prix. Just imagine. The car outside. C'est bête qu'on ait pas 4 heures à l'émission. On va finir avec notre championnat parallèle à nous, hein. Exactement. C'est ça. Moi, vous vous rendez compte, il n'y a rien qui ressemble à Grand Prix dans l'univers, parce qu'ils font leur truc tout seul. C'est-à-dire que personne ne veut venir chez eux. C'est même pas de quoi ils parlent, de toute façon. Donc c'est assez compliqué. Mais effectivement, Manu, il y a des équipes qui ont fait quelques-uns des vrais shakedowns, ont fait rouler la voiture sur quelques kilomètres. Ouais, alors, effectivement. Qui donc? On a eu des shakedowns de Williams et AlphaTauri aujourd'hui. Williams qui a d'ailleurs montré sa nouvelle voiture que par ce biais-là, puisque la présentation de 14h était une présentation sur le modèle de la FOM, mais au moins ils n'ont pas fait comme Red Bull. On a attendu à peine 1h30 ou 2 heures de plus pour avoir la vraie voiture en photo.
qui effectivement est très différente du modèle FOM et très différente de ce qu'on a vu chez les concurrents. Il y a eu un shakedown pour l'Aston Martin la semaine dernière. Et puis, donc pour l'instant, c'est tout. La McLaren n'a pas encore eu de shakedown. La Haas non plus et la Red Bull non plus. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a que 3 qui ont pris la piste. On n'a pas encore vu d'image de l'AlphaTauri, mais ça ne saurait tarder. Alfa Romeo aussi, Manu. Hein, oui, pardon, oui, Alfa Romeo aujourd'hui, effectivement, oui, c'est ça, c'est la 3e, qui elle, pour le coup, n'est pas présentée, mais a eu son premier roulage. Ouais. Et ils font toujours ça à la même date, plus ou moins, on a remarqué, parce qu'il y avait le 14 février à chaque fois, ils faisaient toujours avec le petit logo en cœur, tout ça. Voilà, on est tombé le 15 cette fois-ci, donc tout va bien, hein, c'est qu'au moins tout fonctionne. Aston Martin, avant qu'on parle réellement des voitures, tout ça, mais j'aimerais quand même leur dire un grand merci, un grand bravo. Je suis à ça de remplacer le poster par un poster Aston Martin, ou alors juste Lawrence Stroll qui me regarde comme ça. Mais la qualité du contenu qu'ils ont publié la semaine dernière pendant leur présentation, et toutes les photos du shakedown, tout ça, c'était superbe. Parce que là où les autres ne jouent pas le jeu, ce qui est normal, puisqu'on cache des trucs, chez Aston, voilà, on a montré pas mal de choses, et au moins, c'était très, très ouvert. Varvois qui nous demande, tiens, c'est quoi un shakedown? Alors, un shakedown... Alors, attention. T'as un shakedown, tu vois, c'est le truc où tu roules quelques kilomètres comme ça, et puis après la presse, et t'as l'autre shakedown, mais c'est pas pareil. Non, en fait, le shakedown, le mot a été fait simplement, ça veut vraiment dire shakedown, donc on dévermine, c'est un déverminage, si vous voulez le terme en français, on dévermine la voiture, c'est-à-dire qu'on fait rouler la voiture sur quelques kilomètres, simplement pour voir que tout fonctionne dedans. Parce que, et en plus, c'est d'autant plus le cas depuis 2014 avec les nouvelles unités de puissance, faut pas croire que c'est des Lego et qu'on fait que brancher tout ça et puis on met ça roule. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne une Formule 1. Il faut faire en sorte que tout fonctionne directement et que le moteur fonctionne sans aucun raté, qu'il n'y ait pas de problème de synchronisation entre la boîte et le moteur, tout ce genre de choses. Donc on fait ces quelques kilomètres histoire de voir que tout fonctionne au niveau des composants internes et ensuite on part sur des essais de plus longue durée. Le shakedown de la FOM, c'est un espèce de truc marketing, vous en faites pas. Mais, au sens littéral, shake, ça veut dire secouer quand même. Et secouer, ça veut bien ce que ça veut dire. Ça veut dire on secoue la voiture. C'est-à-dire qu'on va chercher les défauts d'assemblage, les gremlins, qu'on appelle ça aussi dans les termes techniques. C'est-à-dire tous les petits bugs, tout ce qui pourrait effectivement tomber en panne rapidement. Tout ce qu'on peut essayer de cerner sur une demi-journée pour rectifier le tir avant d'envoyer effectivement la voiture en Espagne pendant 3 jours. Parce que voilà, c'est l'avantage effectivement de ces petites sessions de roulage qu'on appelait shakedown avant, qu'on appelle maintenant filming days ou tournage promotionnel. Effectivement de voir quels sont les petits ajustements, petits ajustages à faire ou les petites pièces qui auraient été mal conçues et qu'on a le temps de rectifier avant d'envoyer ça sur les plus gros tests la semaine prochaine. Et dire qu'avant l'arrivée de tous ces foutus garagistes anglais, c'était Enzo Ferrari lui-même qui secouait la voiture, parce que Enzo Ferrari c'était un homme de poigne, il prenait toutes les... avec le pied dedans. Philly, il en a des souvenirs extraordinaires. Mais c'était c'est quelque chose qui... On pourrait croire que ça n'est plus forcément nécessaire, et c'est vrai que maintenant ça roule en général... on a 100 km et toutes les équipes font ces 100 km, mais ça peut toujours être utile. Et imaginez, vous envoyez la voiture à Barcelone et vous vous rendez compte à Barcelone qu'elle ne fonctionne pas correctement, vous perdez des journées et des journées. Et c'est du temps qui n'est pas, qui n'est pas rattrapable. Donc c'est important de faire ce genre de choses. Même si la voiture fonctionne, en fait, il faut quand même prendre du temps pour ça. Et vu que c'est des roulages qui sont souvent à une vitesse limitée, parce que ça sert à rien de tirer dessus, c'est quand même des roulages qui prennent du temps. Donc c'est du temps qu'ils n'ont pas forcément en essai, surtout avec le nombre de choses qu'il y aura à voir au niveau de la performance et des réglages à Barcelone puis à Bahreïn. Donc c'est vraiment utile. Et justement, on demandait dans le chat, est-ce que c'est un peu dangereux les équipes qui risquent de ne pas en faire? Effectivement, ce sera du temps perdu à Barcelone, tout simplement, avec le risque en plus de perdre plus de temps s'il y a des problèmes à régler. En fait, cette année, le shakedown est très important, moins que celui de 2014, comme tu disais, effectivement, Michael, parce qu'effectivement, en 2014, on avait les V6 turbo-hybrides, alors là, ça changeait totalement la conception de toute la partie interne de la voiture. Cette année, ça l'est d'autant plus par rapport aux 7 années précédentes, c'est qu'on garde la partie V6 turbo-hybride, mais toute l'intégration a dû être revue à cause de la carrosserie qui a changé. Donc en fait, les shakedowns de cette année sont surtout concentrés sur le fait qu'on a bien réintégré tous ces éléments mécaniques qui, eux, n'ont pas tellement changé. C'est radiateur, moteur, système hybride, n'ont pas vraiment bougé par rapport à l'année dernière. Mais ils ont tout a dû être réagencé. Donc c'est plutôt cette partie-là qui a été vérifiée pour les équipes qui ont déjà commencé à rouler. Laurent qui le dit, après, tu as la méthode Williams, ils n'ont pas de voiture à Barcelone. Ça, on salue évidemment ce merveilleux épisode de Drive to Survive avec Padillo. On salue d'ailleurs Padillo s'il nous écoute.
Plus que ça à On peut faire. l'inviter. Ça lui vraiment pas dit l'eau, je sais pas. Mais... C'était incroyable, franchement. Maka, bonjour. Oui, ça n'a pas fonctionné. Au revoir. Oui, allez, je me casse. Mais est-ce que je peux faire un communiqué ou dire que c'est moi qui pars? C'est important. C'est pour mon ego, s'il vous plaît. Mais du coup, ces présentations, elles sont donc au nombre de 6 désormais, puisque Williams a présenté sa FW44 aujourd'hui. Et on a débuté avec la As. Oh, on a débuté avec, en tout cas, on a débuté avec des images en 3D, c'est déjà pas mal. Hein. Ils ont payé leur licence 3ds Max, donc ça fait plaisir de le savoir. La As VF22, qui a globalement la même décoration que l'an dernier. Hein, c'est l'avantage, cela dit, parce que j'ai vu que ça s'est battu sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde il va de son petit tweet maintenant, vous savez, on est là pour essayer de faire un petit peu de ça, et tout le monde dit « Ah, c'est la même image !» Et donc tout le monde en profite pour dire « Mais non, puisque les voitures sont totalement différentes, ça permet de bien mettre cela à plat, mais on va pas se cacher que la As, quand même, bon, c'est une livrée qui reste la même. » Ça a été relativement joli. Et Franck, on a quand même, voilà, c'est pas la version de la FOM totalement, mais il y a quand même des petites choses qui ont été faites sur cette voiture, mais on sent quand même qu'ils n'ont pas encore fini de la construire, ça se trouve. Hein. Oui, alors As a bien précisé au moment de la présentation de ces rendus 3D. Alors, je pense qu'ils ont dû attendre effectivement que les équipes annoncent leur date pour griller un peu la politesse, comme toujours, en envoyant des photos, si possible, avant tout le monde. Et ils ont réussi encore une fois cette année. Alors, ces rendus 3D, effectivement, c'est une itération, ce qu'on appelle donc un calcul de la monoplace qui n'est pas définitif. C'est-à-dire que même les rendus 3D qui ont été fournis ne seront pas ceux de la voiture qui sera construite et présente, alors soit lors d'un shakedown, je ne sais pas s'ils auront le temps d'en faire un, soit lors des essais de Barcelone. Donc, c'est-à-dire que même ce qu'ils ont montré en 3D, ça ne sera pas du tout la forme définitive de la voiture qui roulera. Donc, en fait, ils ont encore moins montré que les autres. Donc, c'est compliqué de se faire une idée effectivement de ce que sera cette voiture, donc de l'analyser. Donc ils ont pu cacher vraiment tout ce qu'ils voulaient dessus, puisqu'on n'a pas de. Est-ce qu'on a les ailerons définitifs? Est-ce qu'on a l'entrée sous le fond plat qui est définitive devant, au niveau du D-tray? Est-ce qu'on a la boîte à air définitive? C'était voilà, avec Manu, quand on a reçu les photos, on a dit bon, c'est malheureusement pas analysable. On a effectivement traité ce qu'ils nous ont fourni. Mais tant qu'on n'a pas vraiment vu la voiture telle qu'elle sera en piste, c'est très difficile à dire. On peut remarquer quand même que l'aileron avant est très prononcé par rapport aux autres. Les pontons sont un peu plus resserrés. Après le reste, voilà, on ne sait pas du tout à quel niveau de réalisme ce qui a été fourni et sera la voiture. Quoi. Le museau est très... un peu plus carré que les autres. Ouais, c'est ça, il fait très sommaire. Moi, vraiment, quand je l'ai vu de face comme ça, je me suis dit, on est en 92. Vraiment, ça m'a rappelé ces F1-là. Il a l'air assez plongeant aussi. Après, je pense que les pontons sont plus ou moins la version définitive, dans le sens où ils ont vraiment travaillé quand même au niveau de leur forme, de l'emplacement des entrées d'air et de la façon dont elles sont formées. Mais effectivement, il n'y a pas... elle me semble un peu limitée en refroidissement, notamment, et sur le travail des pontons. Donc... je pense qu'il y aura pas mal de choses différentes quand il arrivera. Après le museau, il y a possibilité aussi que ce soit la forme qu'il aura. Il y a Harley Cross qui veut dire ça va rouler avec le châssis fourni par les Fiat. De toute façon, on met un moteur dedans et puis c'est réglé. Un petit shakedown pour être sûr. Et puis tout. Quel shakedown du coup? Non, mais on en plaisantait parce qu'avec les 10 maquettes envoyées par la FOM, s'ils en rapatrient les 10, ça fait 5 équipes de 2 voitures. Hein, donc on peut passer à 15 équipes cette année. Hein. Ce qu'il y a à dire, mais rendez-vous compte, on a plein de pièces détachées, on a tout ce qu'ils font, là, ils peuvent se cracher les deux, là, mais ils vont se faire plaisir, à être merveilleux. Nico qui dit en même temps, la As va faire les mêmes temps que les F1 de 92. C'est violent, les F1 de 92, elles avaient direction assistée, traction control, ABS. Suspension active. Suspension active, surtout. Extraordinaire, ça fait. Les maquettes ont-elles pas passé le crash test? Ça aurait été hilarant. Ils envoient les voitures, mais après le crash test. S'ils réceptionnent une boîte, des morceaux de compression de César. Et t'as Gunther Steiner qui a dit It's very good. It's a nice. D'ailleurs, on a trouvé aujourd'hui, moi je suis désolé, mais Jost Capito concurrent à Gunther Steiner dans l'accent allemand. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était très impressionnant. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que Jost Capito, quand on lui donne une consigne qui est de donner la voiture en un mot, il te fait une phrase de 14 syllabes à peu près, super longue. C'était insupportable. Pour t'expliquer sans t'expliquer pourquoi tu n'as pas vu la voiture. Donc ça, c'est quand même très fort. D'accord, mais c'est not d'accord. Puis on salue Alex Malbon qui nous a complètement spoilé en nous disant qu'elle était bleue. Moi, je suis tombé de ma chaise parce que j'ai raté le lancement de la voiture. Pas. C'était terrible. Alors,
après As. On donnera notre avis après sur les monoplaces, mais on va les présenter sommairement. Alors bon, je vais vous la montrer, hein, la Red Bull RB18 de Oracle et Red Bull Racing. Enfin, là, normalement, vous allez reconnaître le modèle de la FIA. C'est pas surprenant, finalement, que ce soit l'équipe du champion du monde pilote qui a eu besoin, on va dire, de recourir à ce système. Mais effectivement, voilà, la fausse Red Bull RB18, du coup, parce que bon, on va dire que c'est la livrée qui a été présentée. Du coup, Carton rouge pour moi. Ah oui, dis-nous, Franck, pourquoi non? Carton rouge pour Red Bull. Ils annoncent une présentation de la RB18. Ils nous collent une maquette FOM à 100% sur la scène, juste avec la livrée. Autant annoncer la livrée. C'était vraiment une présentation uniquement marketing. Voilà, c'est... Amine, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, j'ajouterais juste un deuxième carton rouge parce que hier encore, ils communiquaient en disant oh là là, on est super content de pouvoir regarder la RB18 et ce genre de choses. Donc, eux, ils peuvent vraiment, le faire. ils communiquent. Ouais, c'est ça. Mais avec une photo de la maquette. Mais du coup, c'est vraiment. La RB18 est tellement pas prête qu'en fait, ils sont encore en train de travailler 24 heures sur 24 dessus. L'autre Marco l'a dit, et ils savent même pas s'ils auront le temps de faire un shakedown. Donc on était loin de la voir, mais au moins avoir un rendu 3D comme ce qu'a fait l'équipe sœur AlphaTauri. Donc je pense qu'ils doivent avoir les mêmes équipes, les mêmes logiciels de design pour au moins donner un aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. Là, je suis désolé, en termes de labellisation de l'événement, dire que c'était la présentation de la RB18, pour moi, c'était vraiment totalement faux. Ça a vraiment mis en avant Oracle, voilà, qui va verser quelque chose comme 500 millions de dollars sur l'ensemble du partenariat, donc ce qui est énorme. Voilà, qui présente vraiment l'aspect marketing de la chose et pas dire que c'est l'RB18. C'est-à-dire que là, c'est vraiment prendre les gens pour des guignols, je trouve, et les fans de F1 aussi, je trouve ça vraiment pas cool. Autant repousser, décaler pour faire une représentation de quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose, parce que Mercedes va totalement jouer le jeu vendredi. Donc je prends Mercedes parce que c'est les rivaux directs par rapport au championnat précédent. On ne sait pas ce que fera Ferrari jeudi, mais vendredi, Mercedes, c'est une présentation sur toute la journée avec vraie voiture à 10h, roulage ensuite à Silverstone, shakedown, et tout sera montré. Si la voiture n'est pas prête, n'annoncez pas la présentation de la voiture. Annoncer une présentation marketing. Donc moi, c'est le premier carton rouge pour les champions du monde de pilote. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ben Loeb qui me dit, j'aime bien Christian Horner qui a même dit, la voiture que vous verrez en piste ne ressemblera peut-être pas à celle-ci, tellement le développement va vite. Évidemment qui est con. C'est sûr qu'il ne ressemblera pas. Disons que si elle ressemble, il faudra s'inquiéter sur le niveau de Red Bull parce que ça risque pas être terrible. J'ai hâte de voir les avis, les analyses de Rosberg après les Grands Prix du coup. Ah mais cette voiture que nous avons conçue vraiment. Il sera content quand même. Ouais. Fonctionne pas si mal, c'est pas mal. T'es plutôt content. C'est terrible. Oracle a payé 4 ans de budget plafonné. Oui, c'est ça. Alors rappelons que le budget plafonné, c'est que le budget technique entre guillemets, parce qu'un budget d'une équipe de F1, ça va bien au-delà de tout ça. C'est sans les pilotes, sans au management, sans le marketing, sans la logistique et tout ça. C'est vraiment que la partie développement technique. Assemblage des monoplaces, conception et tout ça. Donc, c'est ce qui est un peu bête, Franck, c'est que du coup, dans les 500 millions, on a pas mal de marketing. Ils auraient pu faire un événement. Ils auraient pu faire un bel événement pour présenter cette je pense que le budget de Oracle, il va surtout être là pour financer Red Bull Powertrains. Aussi. Les recrutements, les infrastructures, la mise en place, le travail en plus. Et à mon avis, ça va vraiment servir à la mise en place des bancs d'essai et ce genre de choses. Moi, ce qui m'a embêté en plus avec cette présentation, c'est qu'on est... c'est une F2. C'est littéralement, vous prenez les décos des F2 depuis 4 ans, et puis voilà, c'est pareil. Rien ne change, oui, il y a marqué Oracle sur le côté, il y a HRC, voilà, super, oui, super, mais bon, c'est des stickers, jusque-là, on aurait pu penser à un petit twist, quoi, comme sur les Red Bull KTM, qui, voilà, maintenant, on intègre le blanc, on peut imaginer une petite différence, bon, voilà, c'est pas du tout le cas, et je suis désolé, je pense que vous allez être d'accord, merci quand même pour toutes les personnes qui ont pris le temps de la faire fuiter sur Internet avant, parce que la présentation, je n'en pouvais plus. Avec l'autre qui fait, et attention, la voici, la Red Bull RB18, tout ça pour nous mettre juste un truc avec les tweets de tout le monde et pour marquer Oracle en gros et dire on va parler maintenant pendant 45 minutes d'Oracle s'il vous plaît. Ah ouais, non, ils ont passé une demi-heure à faire du teasing un peu foireux. C'était vraiment pas ce qu'ils ont fait le mieux en termes de présentation. C'était vraiment compliqué. Mais bon, on verra du coup la vraie Red Bull, on la verra à Barcelone. Ça, je pense que c'est quasiment certain, à part s'ils nous sortent un espèce de shakedown. C'est vraiment dommage. Red Bull, je pense que vous êtes d'accord, messieurs, mais quand tu es dans les médias, il y a genre encore 4-5 ans, tu avais, mais alors, 45 000 photos en 10 000 pixels de large, enfin le truc, tu pouvais zoomer de partout, c'était incroyable. Tu avais 40 minutes de contenu vidéo où tu la voyais rouler sous tous les angles, tu avais des interviews, tu avais toute la saison, tu pouvais faire du contenu sur toute l'année.
Et depuis 2 ans, Red Bull, c'est 2 pauvres photos avec un mauvais éclairage, et vous vous débrouillez avec ça. Je crois que le pire, c'était il y a 2 ans où ils avaient carrément juste sorti la RB16 en photo, une photo HD en fait de 3 quarts avant. Où, c'est ça. Je crois que c'est toi, Franck, qui avait fait je sais pas combien de découpage pour qu'on ait l'impression qu'il y avait une galerie complète. Découvrez sous tous les angles que j'ai fabriqués. Au moins, elle était en 10 000 pixels la photo, mais bon. Oui, elle était en HD. Thibaut qui nous demande est-ce que la FIA a livré un modèle 2022 à toutes les écuries? Oui. Hein. Oui. C'est effectivement pour le besoin promotionnel. Et du coup, pour l'instant, seuls Red Bull et Williams sont utilisés. La vraie maquette, en tout cas, celle qui existe. Les autres l'ont utilisée parfois, comme on a pu utiliser comme l'avait fait AlphaTauri, je crois d'ailleurs, et au début. Ah non, AlphaTauri a directement montré la vraie, quand même, si je dis pas de bêtises. Ouais. AlphaTauri a montré la vraie, et surtout AlphaTauri a fait des photos un peu, je crois, en Italie, là, un peu classe et tout ça, et c'était aussi la vraie voiture, c'était pas le modèle FOM. Donc eux, ils jouent le jeu à fond aussi. A priori, c'est bien la voiture qu'on voit sous tous les angles. Après, du coup, la Red Bull, on a eu, alors là, celle qui a quand même marqué pas mal de monde, et la première vraie fin 2022, du coup, là, où elle était là, elle était présente, on pouvait la toucher s'il y avait besoin, elle était là, l'Aston Martin AMR 22, qui évidemment n'est plus rose, hein, ça c'est normal, puisque maintenant c'est Alpine qui va avoir le droit d'avoir BWT absolument partout. Mais du coup, finalement, messieurs, on a la livrée qui était prévue l'an dernier. Avant que BWT ne rempile au dernier moment. Avec un verre un peu plus soutenu pour la télévision, effectivement, qui se distinguera un peu plus du noir de Mercedes. Normalement, on va voir effectivement ce que ça donne sur les photos à la télévision, mais c'est vrai qu'au tout début, quand on devait repérer les pilotes en piste, on avait un peu de mal. Hein. Les accents jaunes aussi sont là vraiment pour la distinguer aussi. Et voilà, pour moi, pour le coup, on passe du carton rouge au carton vert, parce que c'était pour moi, je trouve, la meilleure des présentations avec celle de McLaren aussi, on y reviendra après, où maintenant il y avait full access aussi bien lors de la présentation, et on a vraiment vu la vraie voiture, que le lendemain où il y a eu le shakedown avec beaucoup de photos qui ont été diffusées, on n'a rien cherché à cacher. Et je trouve ça d'autant plus sympathique pour les fans, c'est que à l'heure actuelle, aucune des équipes ne sait qui a le meilleur concept. Donc je veux dire, c'est pas en dévoilant maintenant une voiture qui est à 80, même ne serait-ce qu'à 95% la vraie, quand on va dire ah bah ça c'est bien, ça on va copier ça maintenant. Non, on n'a même pas testé son propre concept en piste. Donc voilà, pour moi il n'y avait pas de raison de cacher outre mesure, enfin beaucoup trop les F1 lors de ce. Et Aston Martin l'a totalement compris. Et c'est d'ailleurs entre Aston Martin et ensuite McLaren qu'on a vu vraiment des grosses différences sur ces F1, donc on en parlera aussi tout à l'heure. Mais voilà, ces ouïes effectivement sur les pontons qui sont vraiment impressionnants. Ces pontons ils sont très 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 élancés, ils vont jusque très loin sur la carrosserie par rapport à McLaren ou Williams où ils s'arrêtent beaucoup plus tôt. Donc, il y a vraiment des philosophies différentes sur cette zone-là qui seront très très intéressantes à étudier cette année. Et voilà, moi je la trouve absolument magnifique cette voiture. Ce vert Aston Martin, vraiment il ressort vraiment bien. C'est d'ailleurs mon fond d'écran. Voilà. Je suis pas du tout un fan spécialement d'Aston Martin, voilà, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur design, leur présentation, la façon dont effectivement ils ont présenté tout ça aux fans, à la presse. Je trouve ça vraiment, voilà. Ça c'est pour moi c'est une présentation réussie. Je pense qu'on aura quelque chose d'à peu près similaire, je l'espère, du côté de Mercedes vendredi. En vous mettant cette photo, par contre, moi je vous l'avoue, je vais mettre beaucoup de temps à m'habituer aux ailerons arrière. Parce que là, j'ai failli dire, bah regardez, il manque une dérive, il y a eu un accident pour. Non, il n'y a plus de dérive, c'est terminé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut déjà souligner maintenant, parce que ces ailerons arrière sont vraiment quasiment tous similaires dans leur forme entre toutes les. Enfin, aussi bien même l'aileron avant, l'aileron arrière, il y a très peu de différence sur toute la partie dérive. On sent que la FIA elle a vraiment cadenassé à mort le règlement de ce côté-là, parce que voilà, il n'y a pas de dérive possible, il y a vraiment une forme qui est vraiment très similaire entre toutes les équipes qui ont présenté leur voiture jusqu'à présent. On n'a pas vu beaucoup de variations à ce niveau-là. Donc je pense vraiment que pour le coup la FOM a réussi à cadenasser leur modèle pour que il n'y ait pas d'outwash ou d'inwash qui soit généré de cette partie-là, ce qui donc du coup serait plutôt positif pour que les voitures se suivent de plus près, vu que c'est ces parties-là qui pouvaient gêner aussi le flux d'air à l'extérieur de la voiture. Bon, j'avoue que je te passe la parole à Manu après bien sûr, mais je suis vraiment impressionné par ces ailerons. Enfin, je trouve que c'est une prouesse de le faire, c'est un bloc. Parce que même les ailerons avant, les dérives sont
connectés font partie intégrante des ailettes. Si on regarde de très près, l'ailette en fait forme ensuite la dérive. Enfin, c'est très particulier. Et je pense effectivement que l'aileron arrière, c'est tellement complexe. Il fallait déjà travailler sur les pontons, sur les museaux. Enfin, il fallait déjà construire une voiture à nouveau règlement. En plus, si on devait s'occuper de l'aileron arrière tout de suite, sachant qu'il faut réussir un bloc qui fait ça, c'est quand même très étonnant. Donc ça, j'avoue que j'étais pas sûr. Ces ailerons avant dans le peloton, ça risque d'être assez sympathique aussi en termes de découpe de pneus. Autant qu'ils disaient qu'avec les pneus 18 pouces, ils ont beaucoup de mal à voir où est l'aileron justement, et vu qu'ils n'ont pas encore les gabarits en tête dans le simulateur, ils ont beaucoup de mal dans les virages serrés et notamment sur les circuits urbains, apparemment à comprendre où ils mettent les roues, quoi. Donc ça promet. Ouais. Ça va être formidable, ça. Mais moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, au final, c'est la disparition des gros bargeboards hyper complexes. Parce que c'était un peu des œuvres d'art aéro, tout ça, c'était vrai que c'était impressionnant. Mais au final, ça rendait les voitures vraiment trop chargées. Et là, on se retrouve avec des voitures qui sont beaucoup plus homogènes, en fait. Donc, qui sont beaucoup plus design et vraiment plus homogènes à regarder, à la fois sur la forme du capot, qui est beaucoup plus... Enfin, le capot arrière des voitures précédentes était un petit peu trop grand. Et le fond plat était un petit peu trop aussi large vu du dessus. Et là, on se retrouve vraiment avec des formes vachement harmonieuses. Donc, forcément, ça fait quelque chose de beaucoup plus... un ensemble beaucoup mieux réussi. Après, moi, j'ai peut-être plus de mal à m'habituer à la taille des roues, parce que je trouve que quand les voitures roulent, les roues font vraiment énorme par rapport au reste de la monoplace, en fait. Bah, surtout sur la Stone, hein. C'est-à-dire que comme le nez est très 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 haut, c'est vrai que ça fait assez particulier. Alors je pense, pour l'aileron arrière, parce qu'on parlait, on voyait dans le chat, c'était Apos qui nous demandait, j'ai toujours du mal à imaginer le DRS sur ces voitures. Regardez sur la photo que je vous mets actuellement, je pense que, vous voyez, l'ailette principale, enfin le flap principal de l'aileron arrière, sur chaque côté, vous avez une petite partie grise. Je pense que c'est là en fait qu'il y a ça s'ouvre, oui. Ça se connecte en fait à la grande dérive de côté. Donc, et la partie ronde, justement, c'est pour ça que c'est un petit peu la même chose sur toutes les voitures, parce que la partie ronde, en fait, elle est plus ou moins réglementaire comme ça, donc il n'y a pas de choix. Après, moi j'ai vu c'est dans la vidéo qu'a fourni Aston Martin aux médias de leur checkdown. Quand ils sortent la voiture du camion, il n'y a pas de flasque sur les roues. On voit les jantes donc fournies par BBS en standard à toutes les équipes, ce qui ressemble à des jantes classiques BBS en fait. Elles sont magnifiques. Je trouve dommage du coup, c'est que ces F1 elles ont des flasques un peu, il faut un peu galette de voiture de route. Voilà, vous avez mettez votre galette, c'est un peu ça quoi. Ces flasques qui sont un peu bizarres. Alors peut-être qu'il y a des petits trous aussi. Hein. On suppose que les petits trous c'est fait pour pouvoir retirer le flasque et pouvoir le changer. Mais ça fait vraiment ça fait vraiment roue de secours quoi. Donc moi aussi j'ai un peu de mal de ce côté-là. Ouais, c'est pas très harmonieux. Après ça dépend. C'est étonnant que personne les ait vraiment peintes pour l'instant. McLaren a mis du bleu dessus. Oui, c'est ça. McLaren a fait justement une petite... Après, c'est dommage parce que les flasques carbone comme elles étaient en 2008-2009, c'était très beau. Mais les équipes essayaient d'en faire des éléments aéros, donc je pense que la FOM a fait un modèle un peu plus classique et un peu moins, qui déborde un peu moins de la roue, on va dire. Mais effectivement, ça fait un peu cheap. Après, c'est bizarre, certains rendus, genre le rendu de l'AlphaTauri, je sais pas comment ça en piste, mais me semblait pas mal. Et par contre, c'est vrai que sur la Stone, je sais pas si c'est parce que la voiture est vraiment très belle à côté, mais ça fait un peu cheap, ouais. C'est assez compliqué. Mais bon, on verra évidemment ce que ça donnera quand elles seront toutes en piste avec toute la même luminosité et tout ce genre de choses, bien sûr. Est ensuite venue la McLaren MCL 36. Messieurs, je vais pas vous le cacher, quand c'est une voiture, pas un vélo. Hein. Voilà, oui, c'est marqué vélo en gros dessus, donc déjà, on va leur dire que non, 2 fois plus de roues. Et revoyez vos classiques. Quand j'ai vu la fuite sur les réseaux sociaux, je me suis quand même dit... Par pitié, ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire du truc. Il y a une vraie fuite qui ne marche pas. Mais est-ce qu'il pourrait juste être trompé? Parce que ça va. Le vélo m'agresse, vraiment. Alors, sur la majorité des Grands Prix, on ne le verra pas puisque c'est une marque du groupe BAT, donc liée à la cigarette. Mais mon Dieu, que c'est trop gros. Ouais, autant Williams, ils ont 3 sponsors et les sponsors sont écrits en tout petit. Autant McLaren, ils ont mis une espèce de. Déjà, ils en ont 40, il y a des sponsors partout sur cette voiture. Et ils en ont mis un en taille ponton. Donc, ouais, c'était un peu too much. Mais c'est vrai que la version sans le vélo, justement, est très jolie. Rendez-vous compte qu'il y a des sponsors sur les bras de suspension aussi. Hein. On les distingue, j'en sais. Sans nom partout. Zach Brown, il a bien travaillé. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que les ingénieurs ont bien travaillé?
Elle est sympa comme cette McLaren, je trouve qu'elle a des choses très innovantes, notamment la suspension avant, qui est attirant et pas poussoir. Donc là, je laisserai à Manu le technicien expliquer un peu plus cette partie-là. Moi, effectivement, c'est un petit peu l'intégration du bleu. Alors, c'est vrai que tout le monde avait adoré la livrée Gulf à Monaco l'année dernière, et donc McLaren a voulu faire un petit peu plaisir, entre guillemets, à ses fans en rappelant cette touche de bleu. Pas parce que Gulf payait plus, parce que Gulf paye la même chose cette année. Mais je trouve qu'il n'est pas forcément très très bien intégré ce bleu. C'est un avis assez personnel. Sur l'aileron arrière, pourquoi pas. Sur le côté, c'est un peu dérangeant. Maintenant, ça, il faut falloir s'y faire. Cet orange un peu plus fluorescent. Ah là, c'est le fluo, c'est la fluo papaya maintenant, ils appellent ça. C'est ça. Couleur officielle. Vous aviez le Grinardo évidemment chez Audi. Fluo papaya. Chez Renault aussi. Chez Renault avec la 2 chevaux, bien sûr, ne n'oublions pas. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Il y a deux sponsors sur les parts de suspension avant. Quand même extraordinaire. Rendez-vous compte, même les petites aides au-dessus des roues, ils ont mis le logo du Kiwi dessus. Il y a des sponsors partout. Est-ce que tu peux garder cette image et mettre la même de l'Aston aussi, vue de dessus, pour montrer bien aux gens la différence de taille des pontons? Bah, ne t'en fais pas, j'y travaille. Voilà. Mais pendant ce temps, Manu peut parler de la vision de la entre 40 et 50 minutes, mais tout ça. C'est vrai que c'est super impressionnant au niveau des pontons, parce que c'est des voitures qui ont le même moteur, mais alors, par contre, elles ne sont pas du tout faites pareil au niveau à la fois des entrées d'air et à la fois de la façon dont l'air va s'écouler vers l'arrière. Après, effectivement, au niveau des suspensions attirants, c'est assez surprenant, parce que du coup, c'est vraiment la philosophie inverse des 3/4 des autres équipes. Là, aujourd'hui, apparemment, Alpha a sorti une voiture avec suspension à poussoir à l'avant et à l'arrière. Normalement, on met poussoir d'un côté et tirant de l'autre. C'est en tout cas la philosophie de toutes les autres équipes. Donc, en fait, les suspensions attirants, normalement, sont un peu moins bonnes au niveau de la rigidité. Et Aston Martin disait notamment, enfin, Andrew Green chez Aston Martin disait que eux, ils n'ont pas imaginé mettre des suspensions attirants parce que ça pouvait trop générer de mouvements de hauteur de caisse et du coup réduire l'effet de sol. Donc apparemment McLaren a trouvé le moyen de ne pas avoir de problème comme ça, et McLaren juge que c'est le meilleur moyen pour avoir un meilleur flux d'air et rabaisser un petit peu le centre de gravité. Mais après, en fait, ils sont eux-mêmes en train de dire que de toute façon c'est un concept, c'est une tentative technique, mais qu'ils ne savent pas du tout s'ils ont la bonne, surtout si finalement les 9 autres équipes ont des suspensions à poussoir à l'avant et qu'eux sont les seuls à avoir des suspensions attirants, où là, ils auront clairement une voiture qui sera totalement différente de la concurrence. C'est un choix qui peut coûter cher en plus, parce qu'en termes de philosophie, intégrer effectivement toute la partie basculeur, amortisseur en bas de la coque au lieu d'en haut, ça veut dire avoir un châssis qui est directement conçu comme ça et pour ça. Et si McLaren touche le Graal cette année avec cette solution-là, tout le monde va devoir copier l'année prochaine, ça coûtera cher aux 9 autres équipes. Si McLaren s'est planté, c'est à eux que ça coûtera cher de devoir refaire une F1 pour l'année prochaine. Parce que là, cette partie-là, cette zone-là, elle coûte vraiment très cher à concevoir. Si les ingénieurs de McLaren ont trouvé que cette disposition-là pouvait avoir un impact intéressant pour eux, parce que le gain est quand même significatif en termes de centre de gravité et de poids, puisqu'on descend quand même beaucoup à l'avant, on descend comme de quasiment 25 ou 30 cm. Juste cette partie-là, il y a quand même un certain poids. Ça peut être un pari payant. Après, voilà, c'est qu'ils sont allés encore beaucoup plus loin que d'autres en termes de réflexion cette F1 de 2022. Puisque les autres ont gardé plutôt un choix plutôt classique d'avoir des suspensions à poussoir, donc des suspensions qui sont cotées en hauteur sur la monocoque. À voir ce que ça donne, voilà. On n'est pas dans le secret des dieux là, c'est vraiment le verdict de la piste qui nous dira si c'est la bonne solution ou pas. Après, il y a tellement d'autres choses qui font la différence de performance sur ces F1 là que ce sera même encore difficile de dire que ça vient des suspensions ou pas. Donc il n'y a qu'eux qui auront la réponse, en tout cas dans un premier temps. Regardez, voilà, tada. C'est pas merveilleux. Avec cette différence très marquée au niveau des pontons quand même. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Tout ceux qui pensaient que les gens on aurait des F1 qui se ressemblent beaucoup. Il y a quand même une certaine grosse zone de liberté à ce niveau-là. C'est la différence de conception, même de philosophie, est quand même assez flagrante là. Je ne crois même pas qu'on ait vu d'autant de différences sur des F1 de 2021 sur cette zone-là, quoi. C'est impressionnant. On a quasiment plus du tout la bouteille de coca chez Aston. C'est ça.
Alors c'est creux en dessous quand même, hein, il y a un flux d'air qui peut passer en dessous, c'est pas totalement fermé, C'est ça. mais ça va accompagner voilà, vraiment toute la partie voilà, Les sortie, ouïes- extraction d'air jusqu'au bout. Les ouïes peuvent peut-être jouer leur rôle aussi pour venir diriger le flux d'air plutôt vers le dessus. C'est vraiment particulier. En fait- Alors, j'avais aussi eu la question demandant si c'était asymétrique au niveau de la prise d'air de la McLaren. Non, parce que vous voyez notamment en fait deux ailettes. Simplement qu'en bas, la deuxième ailette, c'est la caméra embarquée. Mais sinon, voilà, la prise d'air est évidemment tout à fait. En fait, la philosophie d'Aston Martin, a priori, c'est de privilégier vraiment à tout prix la traînée de la voiture. Donc en fait, on laisse la possibilité à l'air de s'écouler et d'aller le plus possible vers le diffuseur, justement en faisant des canaux sous les pontons, au détriment du centre de gravité qui sera forcément un peu plus haut. Là où justement, chez McLaren, on va moins guider l'air vers l'arrière parce que les pontons sont un peu moins dessinés. Et on va, par contre, en revanche, baisser le centre de gravité. Et du côté du refroidissement, justement, vu qu'Aston Martin veut un arrière qui soit au maximum dédié au flux d'air, qui soit le plus central possible vers le diffuseur, on a mis le refroidissement sur les pontons avec ces fameuses ouïes qui sont sur toute la longueur des pontons. Alors que McLaren, justement, vu que le flux d'air se dirige un peu différemment et un peu plus bas, on a mis les aérations un peu comme les anciennes monoplaces avec des grosses ouvertures autour de l'échappement. Comme dit Nico, en plus, c'est fou de voir autant de différence au niveau des pontons entre deux voitures avec le même moteur. Il y a même encore des différences en plus avec la Williams, qui a aussi un moteur Mercedes. Donc, Williams, je ne comprends pas encore ce qu'ils ont fait au niveau des pontons, en fait. Ah oui, ils sont tout ouverts. Eux non plus, ils n'ont pas compris. ça se verra peut-être en après la course, malheureusement. Ce serait très dommage pour eux. Ah, c'est rude. Ah, c'est rude, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Hein, mais évidemment, on les adore. Allez, ça y est, c'est le moment, touche pas mon poste. On les adore, Williams. Ils sont super. Frérot, ils sont géniaux. Après McLaren, qui a aussi présenté son Extremi, son IndyCar, sa McLaren Shadow. Ça, après, vous en faites ce que vous voulez de McLaren Shadow. Hein, je sais pas pourquoi. Ouais, McLaren Shadow était très sympa parce que moi, on n'avait pas de sponsor lié à BAT pour. Oui, elle était plus jolie. C'est bête. Hein, c'est vrai. Bah, finalement, l'IndyCar, la voiture de Pato Howard, la orange et noire, sera jolie. Elle sera belle. Celle de Félix. Je sens une certaine amertume dans tes propos, Franck. On est obligé de flouter en fait les logos liés à BAT, du coup, c'est un peu pénible pour nous. Même pour ça va être bien. Bon, pour le votage. À vous. Ça va être très chouette cette affaire. Après McLaren, on a le droit à l'Alpha Tauri hier, en plus le jour de la Saint-Valentin. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Hein. Il y a 2 ans, c'était déjà un lancement à la Saint-Valentin. Je sais pas ce qu'ils avaient fait le soir en plus à 20h. Insupportable. J'ai passé la Saint-Valentin à regarder l'Alpha Tauri se faire prendre. Ah non, à regarder 45 minutes de défilé de mode. C'est ça surtout. Avec Daniel Piat et Pierre Gasly. Excusez-moi, j'ai rien contre eux, mais bon. Défilé de mode. Bah là, t'avais un défilé de mode, mais pendant 1 minute, quoi, c'est tout. Voilà, c'était pratique là. Mais là, en 2020, quel enfer. Quel enfer cette présentation. Ici, c'était beaucoup plus rapide. Ils ont balancé ça en première YouTube et ça s'est très bien passé. Et elle a donné ça à l'AlphaTauri AT03. Là aussi, on est sur des pontons. C'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu une veste en cuir beige avec un pantalon blanc. Je n'ai pas encore le droit. Il y aura une analyse de Loïc Prigent qui viendra plus tard. Mais non, ça passe à bagnole, ça vous dérange pas. Mais je trouve que ces pontons sont assez. Alors, il est fort possible justement que ce soit finalement le meilleur aperçu qu'on a eu de la Red Bull, puisqu'il est probable en fait que la partie arrière soit un peu similaire, vu que l'intégration moteur devrait normalement être la même en fait, puisque Red Bull, AlphaTauri récupère donc les pièces de l'année en cours de Red Bull, puisqu'avant ils avaient toujours les pièces de l'année précédente, et là vu que le règlement change, ils récupèrent donc le moteur, boîte et suspension arrière de la Red Bull. Donc normalement, il n'y aura pas énormément de différence, puisque l'aileron arrière étant aussi limité dans son développement, il est probable en fait que ce soit exactement mis pareil. Donc, après, il faudra voir s'ils auront fait la même chose sur les entrées d'air. Ils auront peut-être des concepts différents. Newer a peut-être trouvé quelque chose sur l'avant qui va forcément conditionner la forme des entrées d'air et possiblement un peu de l'arrière aussi. Mais dans l'idée, on ne devrait pas être loin de cette partie arrière-là. Les dérives latérales de l'aileron avant sont quand même assez différentes de celles qu'on a vues aussi sur les autres équipes. C'est à noter. Donc, il y a quand même une certaine zone de liberté quand même sur cette partie-là, finalement. Maintenant, l'aileron arrière, oui, il est vraiment strictement. Ils ont l'air d'avoir tous les mêmes, quoi. Voilà. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce que à Barcelone ou à Bahreïn, on va avoir des ailerons arrière complètement différents, style, voilà, on nous a rien montré du tout. On a fait une sortie modèle FOM pour vous montrer ça, mais c'est possible. Hein. Mais bon, vu qu'Aston Martin a lancé en piste sur son shakedown un aileron, celui-ci,
Je pense que voilà, ils ont vraiment été extrêmement cadenassés. Voilà, c'est vraiment le mot cadenassé que je retiens sur cette partie-là, quoi. Profitez-en, j'y pense, profitez-en de ces voitures-là. Parce que rappelez-vous, ne serait-ce que 2009 par exemple, première année des nouvelles monoplaces, qui n'étaient pas très belles, mais qu'au moins elles étaient pures. Il n'y avait pas une ailette, il n'y avait rien. Puis 4 ans après, c'était devenu des usines à gaz, pas possible. Mais après, sur AlphaTauri, on voit quand on la voit du dessus qu'ils ont fait justement le même choix que McLaren, c'est-à-dire des pontons qui se resserrent et qui ne sont pas très longs. Et par contre, effectivement, on ouvre la partie vers l'échappement pour justement faire du refroidissement à cet endroit-là. Et eux, ils en ont profité pour faire un canal en fait entre le ponton et la partie du capot pour justement renvoyer l'air vers les suspensions et le diffuseur. Donc, encore une fois, c'est une solution qui est un petit peu un mélange de celle de la Stone et de celle de la McLaren, avec quelque chose de différent. Donc on a toujours une même interprétation du règlement. Pour l'instant, il n'y a personne qui est venu avec quelque chose de radical et de totalement innovant, mais on est sur des interprétations qui sont toujours différentes quand même. Regardez, voilà cette photo. Regardez cette AlphaTauri qui roule à Imola. Ouais, c'est pas merveilleux ça. Ah, ils nous ont très bien vus. Le fait est que c'est mieux que le rendu de l'an dernier, parce que les rendus de l'an dernier, c'était vraiment horrible. Il y avait les couleurs étaient mal rendues, les formes c'était que des aplats. Et là, au moins, ils ont fait des rendus qui sont un peu plus vivants, quoi. Ça a un peu plus de gueule, effectivement. Alors moi, on y était tout à l'heure sur les cartons rouges. Moi, le petit carton rouge, quand même, sur les casques des deux, là. C'est chiant. Hein. Parce que c'est plus possible. C'est-à-dire qu'ils ont le même casque, Tsunoda et Gasly. C'est impossible. Alors évidemment, les mauvaises langues diront tu les regardes de face et puis celui que tu vois le plus, c'est Gasly, mais quand même, c'est pas possible. Oh Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une blague sur C'est violent quand même. Sur la taille de Yuki Tsunoda, donc on a le droit. Moi, j'ai tout ce qui est marqué là, j'ai des directives. Il en faut 6 par saison, donc on commence à une. Il lui a mis un baquet électrique cette année à Tsunoda dans la voiture. Comme il a du gap au niveau du poids, ça va, ils ont pu. Comme les standards. Il y a une petite molette de réglage sur le côté du siège. Il va pouvoir s'adapter. Non, mais c'est voilà, vraiment les casques. Je vais voir si on. Mais c'est déjà pareil l'an dernier, c'est déjà pareil avec Kiat. Ils ont toujours des casques avec du rouge dessus. Et vu qu'en fait, les 3/4 du design, c'est le logo AlphaTauri, derrière, il n'y a pas grand chose de différent. Donc, nous, après, on en chie toute la saison à savoir qui on met en photo. Ouais, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est la caméra pour nous qui nous aide. Hein. Juste pour le petit tips pour les fans, c'est regarder la couleur de la caméra. Si ça ne change pas, normalement, s'il y a du jaune sur la caméra, c'est celle de Pierre. Voilà, sinon, il y avait on avait, rappelez-vous de l'ancien casque de Pierre Gasly, espèce de truc bleu, rose, tout ça, qui était très sympa. Ça dit, c'était un des rares casques AlphaTauri qui n'avait pas repris toute la trame sur le côté, parce qu'effectivement, ça fait que quand vous êtes designer, ça doit être bien et terrible en même temps. Bien parce que du coup, t'as pas beaucoup de travail à faire. Pas beaucoup de taf. Terrible parce que t'as pas beaucoup de travail à faire et du coup, tu sais pas trop quoi faire. Quand t'as le pilote qui vient qui dit alors j'aimerais ça et ça, et tu dis ouais, j'ai 17% du casque en surface disponible. Donc tu te débrouilles s'il te plaît. Je peux te personnaliser, mais pas beaucoup. Il sera bleu si tu veux, mais sinon ça va être compliqué. Thibaut qui nous dit le fluo, les sponsors de casque aussi, les mecs on voit leur casque 10 secondes par course, ils ont 50 stickers. Au moins chez Williams, il n'y a pas de sponsor donc on connaît les casques. C'est vrai. Alors moi, du coup, je les ai pas encore vus. C'est vrai, on les a pas vus encore les casques des pilotes Williams. C'était celui de Latifi qu'on voyait dans la présentation, le tout rouge là où. Non, celui de Latifi il est toujours bleu et blanc, je crois. Toujours bleu et blanc. C'était peut-être celui qu'il avait aujourd'hui en tout cas. C'est peut-être celui d'Albon alors, parce qu'il y a un casque dans la vidéo de présentation. Il y a quelqu'un justement le pilote qui met un casque assez rouge. C'est peut-être celui d'Albon parce qu'on va découvrir le casque d'Alex Albon aussi. Premier casque sans Red Bull. Sans Red Bull, ouais. Donc ça va être assez particulier. Et oui, effectivement, je vois la photo, et c'est bien le même casque que d'habitude pour Nicolas Latifi, mais donc cette Williams FW34 qui va 44. être... 44, oui, parce que oui. Je vois des photos de la 34, elle était pas moche, hein, cela dit, mais bon, c'est pas sûr que ça pourrait gagner cette année, si vous voulez. Je ne pense pas. Paraît très compliqué. Donc la FW44, messieurs, bon, elle est bleue. Alors... C'est un peu bizarre cette voiture, c'est plusieurs phases. T'as la première phase où tu te dis ouais, la livrée a pas l'air folle. Après tu la vois avec en détail, tu te dis putain en fait c'est joli. Et après tu la vois en piste, tu te dis bah, en fait on voit pas les détails donc c'est pas fou. Mais elle reste plutôt jolie quand même la livrée. C'est plutôt classe en fait. Donc après beaucoup de monde dit c'est le V de Vaillant sur le capot. Il y a aussi le V de Valvoline, le sponsor de fabricant de carburant américain. Elle m'a fait penser à la Simtech de 94. Aussi. Oui, il y en a beaucoup qui ont dit ça. Ouais, j'ai vu effectivement.
aussi. Alors, moi, j'ai rien vu. C'est vraiment mon impression en la voyant. En plus, elle a un peu la même type de forme, je trouve. Il manque juste un gros MTV. Bien dégueulasse comme en 94, et puis on était dessus. Non, c'est... Là aussi, on est... Alors, par contre, niveau museau, eux, ils sont sur une solution totalement différente du reste aussi. Les pontons, il y a des... Surtout, en fait, parce que la boîte à air est immense. Les pontons, on dirait ceux de 2021, c'est ce qui m'inquiète un peu. Ça m'inquiète même beaucoup parce qu'en fait, on voit cette espèce de ponton hyper court qu'ils avaient sur les FW 42, 43 et 43B, parce que c'était les mêmes, avec justement la même implantation de radiateur. Et derrière, en fait, on voit pas du tout la même implantation que sur l'Aston Martin ou la McLaren, où il y a justement la partie haute du capot moteur qui est un peu plus dessinée, en fait. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils ont trouvé ou quelle solution technique ils ont prise, mais c'est pas conventionnel, ça c'est sûr. L'entrée d'air est absolument immense sur ces pontons, et ça se referme extrêmement vite. Alors je sais pas s'il y a effectivement un moyen que l'air s'échappe en dessous, sinon il va vraiment jusqu'au bout, et il y a une sacrée compression de l'air en extraction jusqu'à l'arrière de la monoplace. Voilà, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose à ce niveau-là, qui fonctionnait peut-être sur la voiture de l'an passé, qu'ils ont cherché effectivement à garder, à reproduire, mais c'est vrai que pour le coup, c'est encore vraiment une autre solution. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est la bonne surprise de cette année, quoi. C'est qu'il y a vraiment, au moins sur toute cette partie centrale, il y a vraiment des solutions différentes qui sont possibles, quoi. Regardez la grande star de ces 3 derniers jours, évidemment, Duracell. C'est le coup du siècle. Hein. Eux, ils ont mis 500 000 balles dans Williams pour avoir un sticker sur la voiture. Et on parle de non-stop. Le problème, c'est que vu que c'est le seul sponsor qui signe depuis 3 ans, du coup, forcément, il y a quand même un communiqué de presse, une annonce, de la joie et tout ça. Quoi, donc... on a fait une petite fête, quoi. Est-ce qu'ils ont le temps de changer les 5000 piles entre les deux séances d'essai libre pour recharger le truc hybride ou pas? Ils fournissent d'immenses chargeurs, là, comme les appareils photo, et comme ça. Mais... J'aimerais beaucoup, vous savez, quand ils apportent les petits écrans qu'on met sur la voiture, que t'es Latifi sur... Oh, j'ai plus de piles à la télécommande. Le lapin Duracell, pas de panique. J'ai hâte de voir le lapin Duracell dans les garages. Ils ont une des meilleures occasions possibles d'avoir une mascotte. Il faut le faire. Ils avaient Sonic en 93. Je veux le lapin Duracell, j'en ai rien à foutre. S'ils sont même très bons, c'est leur Grid Girl. 2 lapins Duracell qui tiennent un panneau comme ça. Alors bon courage aux lapins Duracell sur les Grands Prix de Hongrie. Voilà, au Grand Prix de Hongrie quand il fera 48 degrés sur la piste. Mais bon, après... Ça va embêter Alpine parce qu'elle est quand même bien bleue, cette Williams. Et si on met un lapin rose, BWT devrait arriver sur l'Alpine, on pourrait confondre. C'est vrai. Non, là, j'ai beaucoup aimé la fameuse couleur. Nicolas Latifi qui avait 10 ans en disant il y a une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les Williams. Ça change tout. Il y a une ligne rouge. Il y a 2 lignes rouges qui se battent en duel. Bon, super, merci. Ouais. Le rouge, on l'a vu aux essais hivernaux 2020. On l'a vu. Enfin, c'est pas non plus. Il l'avait en 2019. C'est pas une révolution. Moi, je m'attendais à une couleur un peu sympa, genre du violet, du rose, du doré, ou je sais pas quoi. Tu vois, un truc qui claque un peu. En fait, non, c'est du rouge. Alors. Doré nous aurait ressorti la Sauber de 2017. Merci, quoi. Doré, ça peut justifier avec Duracell. Mais bon, Duracell n'a peut-être pas mis assez d'argent pour ça. Ça n'a pas payé la peinture dorée, du coup. Ils ont payé en cargaison de piles. Là, c'est pas... On peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, ces 6 monoplaces sont très différentes pour l'instant. C'est vrai que c'est ce qui ressort le plus, c'est ce qui fait très plaisir. C'est quoi des voitures complètement différentes, messieurs? Laquelle est votre préférée pour l'instant visuellement? Parce qu'évidemment, on peut pas... nous n'avons aucune préférence. Rassurez-vous, nous sommes des gens totalement impartiaux. Totalement impartiaux. Du coup, Franck, la plus jolie pour l'instant. C'est difficile à dire. Si on se fie vraiment au design, en se disant c'est vraiment ça qu'on va avoir en piste tout le temps, moi j'irais quand même sur la Aston Martin pour l'instant. Peut-être parce que c'est aussi eux qui ont le plus joué le jeu pour le moment, et avec Williams aussi aujourd'hui, mais Williams n'a fourni que 2 photos en réel, donc c'est un peu plus difficile de se faire une idée. Mais je trouve vraiment l'Aston Martin très très réussi en termes de livrée, en tout cas, d'harmonie des couleurs. Après, je suis un peu étonné. Voilà, la partie les pontons me plaisent pas trop sur l'Aston Martin quand même. Mais bon, s'ils ont conçu ça, c'est qu'il y a certainement une raison derrière. Donc voilà, moi j'irais plutôt Aston en 1 et McLaren en 2.
Mais j'ai hâte de voir la Red Bull parce que je trouve que les couleurs Red Bull sur les F1 2022, ça devrait bien claquer quand même. Effectivement. Manu? Moi, c'est pareil, la Aston Martin me plaît vraiment, mais c'est peut-être aussi parce que c'est la première qu'on a vue vraiment en situation. Après, j'aime beaucoup la McLaren, mais ça, c'est parce que je suis pas très objectif avec eux. Mais ouais, j'aime vraiment bien la Aston Martin. Je trouve que l'ensemble couleur-forme claque vraiment. Je trouve les touches de jaune vraiment qu'elles appuient vraiment bien les formes de la voiture, donc ça, c'est vraiment réussi. Après, j'ai hâte de voir ce que donnera la livrée Alpha. J'espère qu'ils vont un petit peu la changer et la complexifier parce que on a pu, des photos qu'on a pu voir aujourd'hui, des premiers roulages, la voiture a l'air d'être vraiment agressive au niveau des formes. Et je pense qu'il y aura un beau potentiel pour faire une belle livrée. Après, c'est pareil, on n'a pas vu la vraie Red Bull, on n'a pas vu la Mercedes, donc on n'a pas vu la Ferrari. Donc il y a quand même, et l'Alpine non plus, il y a quand même du potentiel. Mais là, pour l'instant, ouais, visuellement, en tout cas, je dirais l'Aston Martin sur l'ensemble forme-couleur. Oui, regardez là Alfa Romeo voilà, qui a pris la piste à Fiorano avec Valtteri Bottas, effectivement. Là aussi, c'est des solutions. Enfin, il y a à peu près 12 encoches dans le fond plat. Enfin, c'est assez impressionnant. Le museau est très particulier aussi. Mais évidemment, on ne la met pas dans notre classement parce qu'elle n'aura pas cette livrée. On vous spoil tout de suite, elle ne ressemblera pas à ça. Et puis, le camouflage cache un petit peu aussi les vraies formes derrière. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Là encore, on se rend compte que voilà, la monoplace qui a été mise en piste, qui a été bien cachée, l'aileron arrière est très très similaire aux autres. Donc pareil, c'est verrouillé de ce côté-là. Ce qui n'est pas plus mal, hein, cela dit, effectivement, ça peut aider à bien diriger le flux d'air derrière la voiture. Ça peut être aussi une très bonne chose pour les batailles. Moi, je vous rejoins sur la Aston Martin qui est clairement magnifique pour le moment. Puis ouais, on sent que là, ils ont pu faire leur livret de A à Z et on n'est pas venu devoir mettre du rose, machin, tout ça. Non, là, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Et puis j'aime bien, ne serait-ce que c'est con, mais vu de l'arrière, le petit Aramco qui s'intègre très bien, on met un peu de bleu aussi, ça change un peu. Donc voilà, c'était tout à fait vrai, mon cher Manu. Je croyais que tu cherchais à faire sponsoriser l'émission encore. Non, je ne fais pas tout sponsorisé par Aramco. Aramco sponsorise le Racing Café, bien sûr. Et si on mettrait un gros Total Energy quelque part, et puis voilà, comme ça, les deux émissions se battront en duel, elles sont très Ne se fâche pas avec les Saoudiens, s'il vous plaît. Certainement pas. On avait Thibaut qui nous disait aussi, le mec qui gère la pub chez Duracell, il va passer un sale quart d'heure quand ils vont se rendre compte que la Formule E, ça existe. Ah oui. C'est vrai qu'il y en a un beau pied de nez à la Formule E, c'est clair. Il va arriver. Attendez, Kenny, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des voitures, elles sont propulsées par de l'électricité. Et vous ne croyez pas dedans. Le mec va doublement se faire engueuler parce que sur le teaser que Duracell a fait pour la Williams, c'était doré. Alors finalement, il y a eu zéro touche de doré. C'était une forme de voiture, enfin de F1 avec un liseré doré. Donc, du coup, c'est vraiment comme à côté de la plaque, quoi. Ou alors, ils nous ont peut-être eu. Parce que peut-être qu'en fait, la livrée, quand quelqu'un va venir la percuter par l'arrière, s'il appuie suffisamment longtemps, il y a une barre de progression qui va se mettre pour savoir où on en est. Genre quand tu feras chaude, c'est comme quand tu tiens les piles là, pour savoir combien il reste de. Et ben ça fera. Le niveau de vie. La voiture est chargée, on peut y aller, on peut rouler. Ah putain, ils vont faire une livrée interactive, on saura le niveau de batterie qui est là. En fait, le liseré rouge générera doré sur le. Ce serait super. Truc affreux, t'as toute la Formule 1 qui va s'emparer de l'idée, ça va devenir insupportable de voir toutes les voitures elles vont changer de livrée pendant toute la course. Ils seraient contents la Formule 1. Ça va être illisible. Ce serait une bonne idée en tout cas. 2026, c'est un petit indicateur de puissance pour les. Bon là, il n'y a pas encore assez de puissance sur électrique sur ces F1 là, mais en 2026, quand il y aura 50% de puissance produite par l'électricité, ça sera très intéressant d'avoir un petit peu ce genre d'indicateur visuel extérieur. D'ici là, tu l'auras sur les enjoliveurs justement. Oui, possible. Enjoliveur, on y est, hein, ça y est, c'est sur les jantes en tôle, s'il te plaît. Les jantes en tôle sur la route de secours. Après, il y a Thibaut. Vas-y, tu disais. Non, les jantes sans ces flashs, franchement, sont magnifiques. Il faut vraiment que j'arrive à faire une capture de la vidéo média qui a été envoyée là. Où vraiment des jantes BBS sans les flasques, ça fait vraiment très très sympa, quoi. Dommage que ce soit caché. Dardentor qui dit, vous rigolez moi quand vous serez sponsorisé par Duracell et que vous serez obligé de streamer en tenue de lapin rose. Ça fera des vues. Voilà, ça fera moult vues, donc moult argent, et donc finalement le sponsoring aura marché. Donc ne vous en faites pas, tout est prévu. Non, dans le chat, il y a Thibaut qui dit il est possible que le deal a été fait il y a quelques jours et que la livrée n'est pas finale. En fait, Jos Capito a un peu décrit la livrée. Il a bien confirmé que c'était la livrée définitive, puisqu'en fait, il y a cette espèce de schéma un peu de diamant sur le capot. Il y a les deux couleurs de Williams. Et le rouge, il a dit c'était pour l'identité anglaise. Donc apparemment, c'est verrouillé comme ça.
Oui, bah, de toute façon, ils se sont embêtés entre guillemets à faire 2 monoplaces à la bonne livrée, c'est pas pour la changer encore après, quoi. Ils sont C'est vrai. amusés à faire la peinture de la maquette foam, tip top chrono parce qu'ils voulaient vraiment que ça soit parfait selon ses propres termes aujourd'hui. Euh, donc voilà, après, là, je pense que la F1, la vraie F1 voilà, qui a tourné après a été finie en deuxième temps, mais au moins la maquette foam a servi à toute la partie production de photos, teaser, vidéo. Mm. Donc c'est pas pour changer les livrets après, quoi. Voilà, Ça. c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais, j'avoue que l'explication du rouge, quand il y a commencé à se dire, bah, on est anglais, donc c'est Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tais-toi, T'imagines, c'est on est communiste. Bah non, quand même. L'équipe bolchevique, tout ça, je comprends pas, je suis choqué. Hommage à Manu, tout ça. Voilà. Là, j'aurais été fan. Là. Ah bah là, il aurait acheté tout le merchandising Williams, vous pouvez pas imaginer. Juste pour le liseré rouge. Alors, Dardan nous le dit, c'est vrai qu'il n'y a plus Ayrton Senna. Enfin, mais non, dit comme ça, il n'y a Ah. plus le logo hommage à Ayrton Senna. Bah, d'un côté, c'est triste, mais en même temps, bon, la famille Williams n'a littéralement plus aucune bille dans l'équipe. Mm. Et c'était un C'est vrai. hommage de la famille Williams. On s'est Ah, même une posé la saison question un peu. avant la présentation de savoir s'ils allaient garder encore la domination FW pour la monoplace, puisque Franck aussi n'est malheureusement plus là. Doriton Capital a quand même racheté l'équipe il y a presque 1 an et demi maintenant. Donc bon, ils avaient promis de garder le nom Williams, mais ils auraient pu trouver un autre acronyme pour les châssis, mais ils gardent quand même le F de Franck et je trouve ça plutôt sympathique. Ils auraient pu l'appeler la DC01 pour Doriton Capital, ou pour David Coulthard aussi. Ou la WC Water Closet, pardon, Williams Capital 0. Williams Capital. Excellent. Se dire en même temps, ils ont payé une marque connue. Ah bah oui, c'est sûr que ça aurait été très bête, on l'avait déjà évoqué, mais ça aurait été stupide vraiment de changer de nom. Alors que Williams, ça parle énormément, bien sûr. Et puis, Bien vous sûr. n'imaginez pas le nombre d'entités Mousse à qui raser, sont hein. renommées derrière. Mousse à raser, tout ça, c'est important. Non, mais en plus, vous imaginez, Williams n'est pas qu'une équipe de F1, il y a maintenant toute l'équipe, toute la partie batterie qui fait notamment la Formule E. Enfin, c'est un empire Williams, vous imaginez tout ce que ça aurait engendré derrière comme changement. Donc non, c'est très bien qu'ils aient gardé le nom historique de l'équipe et aussi la domination des voitures. Il nous reste donc 4 F1 à réellement découvrir puisque l'Alfa Romeo n'a toujours pas été présenté. Et techniquement, cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure n'a absolument pas d'Alfa Romeo. Hein. Bon, après, voilà, hein, c'est comme toujours. Oh là là, on nous a vus. Oh là là, quel dommage. Oh, on ne s'y attendait pas. Donc voilà, à un moment donné, c'est assez compliqué. Mais il nous reste la Ferrari dans 2 jours. La F1 75, parce que... Alors pourquoi F1 75 ? Parce que, voilà, démerdez-vous. Parce que ça n'a rien à voir avec les différentes... avec les dernières nomenclatures. Donc on continue dans cette lignée totalement... 75 ans de Ferrari, c'est pour ça. Oui, non, mais il trouve toujours un anniversaire. De toute façon, je fais Ferrari depuis... C'est ça. Ça fait 6 ans. Il y a l'anniversaire de la femme de ménage. Donc ils vont l'appeler... Enfin non, à un moment donné, voilà. C'est quand même très bien parce que moi je trouve chez Ferrari ils cherchent quand même à Ils se avoir un décarcassent. petit nom un peu différent. Ça, Bon, il y a eu peut-être le petit flop avec la F150 voilà, qui n'avait pas plu à Ford il y a quelques années, mais voilà, non, il y a toujours une raison d'avoir une domination différente pour le F1. Ils ont ça depuis le tout début de leur histoire, donc pourquoi pas essayer de perpétuer ça, voilà. La Parce que SF1000, là, c'est- c'était très fort. Ouais, la SF1000, c'était. Mais en fait, ce que j'aime bien, du coup, c'est que ça rend vraiment ridicule les appellations où ils ont rien à fêter. Parce que, genre, t'as la SF90, c'était les 90 ans, la SF1000, c'était les 1000 Grands Prix. Et puis la SF21, c'est juste, bah oui, c'est 2021, donc on passe à ça. Et puis après, on verra pour la suite. C'est vrai que c'est assez marrant. Mais après, la F1 75, ouais, c'est pas mal. Et c'est la première voiture avec la dénomination F1 chez Ferrari depuis la F1 2000. Donc, ça date quand même. Et qui avait bien marché la F1 2000, hein, championne du monde. Puis la Première constructeur, avec pourquoi pas. Avec Schumacher, ouais. On peut leur souhaiter, mais j'avais beaucoup aimé la 248 F1. C'était 248 pour V8 de 2 litres 4. Donc ça, c'était très, très sympa. Mais sinon, oui, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu littéralement de tout chez Ferrari. Qui sait quel sera leur nom en 2023 ? Chercher dans les arbres généalogiques un peu partout. Enfin, on ne sait pas. Peut-être que c'est la première fois que, je sais pas, peut-être qu'il y a 100 ans tout pile, Enzo Ferrari a mangé un brownie pour la première fois. Enfin, voilà, il y a peut-être plein de choses qui pourraient... Brownie 23. Moi, j'aimerais beaucoup. Donc, le 17 février, le 18 février, la F1 W13 de chez Mercedes qui sera présentée. Le 21, ce sera l'Alpine A522. Et le 27, ce sera la C42 chez Alfa Romeo. Ça reste Alpha, donc C42, donc ça reste les nomenclatures qui a été faites sous l'époque Sauber déjà dès les débuts de l'équipe.
La A522, c'est la suivante de la A521. Puis la W13, c'est la suite de la W... 11, 11 et 12, je suis très déçu parce qu'on n'a que F1 W13 pour l'instant. Je vous rappelle que c'était l'an dernier la W12 Q Performance. Ouais, mais ça va être. Oui. Ça va venir parce que de toute façon, il y a forcément les dominations. Il y aura c'est AMG, F1, machin. Voilà, la AMG Peut-être F1 W13 Q Performance, Item truc. Style, tout ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. M-Sport. Non, de toute façon, il y a Alfa Romeo qui avait failli quand même appeler la F1 cette année la C40 parce que c'était le projet 2021 à la base, cette nouvelle F1 de 2022. Donc, ils ont quand même décidé de poursuivre la nomenclature C42, voilà, pour pas troubler l'ordre voilà, du nom des châssis. Mais normalement, la F1 de 2021, qui aurait dû sortir en 2021 s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait dû être le projet C40. Et il s'était posé la question à un moment de sortir la C40 cette année, après la C41 l'année dernière. Bon, finalement, ça aurait un peu voilà, pour poser des confusions, donc elle sera vraiment C42, donc il y a vraiment un trou dans la nomenclature. Mais du coup, attends, avant la C41, il y avait quoi? Je suis perdu. La C39, bah oui, bah, oui. évidemment, je suis con. Il y avait la C39, exactement. C'est logique. Tu poses ces questions, totalement. C'est à un moment donné. Faut arrêter d'être con aussi, je veux dire. Après 39, 41, ça ne me paraît pas déconnant. Mais c'était. Je crois que c'était pas Williams qui était revenu en arrière, reparti. Enfin, voilà, il y a eu. On peut vous en faire une émission de 2 heures de ça si vous voulez. Hein, il n'y a pas de souci. Vous nous lancez sur les nomenclatures de voitures, c'est parti. Hein, mais voilà, on aura un peloton complet. Alors, la Ferrari, je peux vous dire qu'on attend en tournant, hein, vu les tenues des pilotes. Les camions, des employés Shell. On a vu les camions aussi avec un peu de noir sur le bout. Donc tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un peu de noir effectivement sur la. Il n'y en aura pas. Il n'y aura que du blanc à la place. Déjà il y aura plus de blanc, c'est sûr, normalement. Pourtant il y a le retour de Santander. Moi je pariais vraiment sur des ailerons blancs, mais apparemment effectivement ils sont plutôt partis sur du noir. Donc après avoir, ils ont dit que ce serait le Rosso Corsa, la couleur qui serait utilisé, donc un poil plus foncé que l'an dernier a priori, et je ne sais pas s'ils vont parvenir sur de la peinture brillante du coup. Le Rosso, ça c'est le Rosso classique de Ferrari, c'est quand vous achetez une Ferrari classique de tous les jours, quand vous achetez, oui évidemment, quand vous allez chez votre concessionnaire du coin acheter votre Ferrari pour la Ferrari d'entrée de gamme, voilà, et le rouge de base, c'est le Rosso Corsa. Voilà. Qui est pas moche, hein, donc voilà, tout en sort bien, tu peux le prendre gratuit. C'est ça le polo Charles Leclerc. Attention, celui de Carlos Sainz a une ligne jaune, pardon, une ligne blanche. Parce que pourquoi pas. Et encore que ça, c'est le merchandising que vous pouvez acheter. Hein. C'est encore, il y a un effet de style un peu différent sur le noir, tout ça. Mais il y a bien le logo Shell absolument infâme. Ah, il est tellement mal intégré. Ah putain, c'est incroyable. Mais c'est Ferrari. Je suis désolé, mais c'est Ferrari depuis quelques années. Hein. Rappelez-vous de ce Michel Guido vert il y a 1 an. N'oublions pas que jusqu'ici, c'était Philippe Maurice et ses designers qui décidaient de la manière dont étaient intégrés les sponsors. Et là, justement, on n'aura plus cette obligation, mais en fait, apparemment, ça doit être Shell, du coup, qui demande d'être intégré dans un carré rouge parce que, effectivement, ils se font intégrer n'importe comment sur la partie noire. Donc, mais non, en tout cas, ce sera la première livrée non conçue par Philippe Maurice depuis une vingtaine d'années, je crois. Ah, mais c'est vrai, on me dit de logo. Hein. Ligne blanche pour Monaco, ligne jaune pour l'Espagne. Ah, c'est pas con. C'est ça. C'est ça. Pas con. Rouge et blanc et rouge et jaune, c'est ça. Ça fait les drapeaux monégasques, drapeaux espagnols. Ça tient effectivement bien. Peut-être que ça va aussi être sur la livrée. Hein, ça peut, si c'est mieux intégré que là, je suis largement preneur. Ça peut être sympa. Ce qui est bien, c'est bien pour les différencier aussi. Voilà, au moins, peut-être qu'on du premier coup d'œil. Enfin après, ça reste encore une fois Ferrari. Ils peuvent avoir mis cette couleur-là sur le dessous du rétroviseur. Donc voilà, ça peut être fait, hein, on ne sait jamais. En plus, leur merchandising n'était pas si proche des livrées ces dernières années, donc c'est à prendre avec des pincettes quand même. Par contre, l'écusson Ferrari est quand même très très haut au niveau de l'épaule. C'est qu'ils ont vraiment laissé de la place pour les sponsors, hein, quand même, parce que normalement l'écusson Ferrari est sur la poitrine. Donc là, c'est vraiment qu'il y a vraiment une place laissée aux sponsors qui est assez importante. On sent justement le fait que Philippe Maurice n'est plus là. En ce moment, ils annoncent un sponsor par jour, que ce soit un renouvellement ou un nouveau contrat. Ils ont un nombre de sponsors qui arrivent, c'est assez fou. Donc effectivement, ça fonctionne pas mal chez Ferrari. Ah, c'est pas con, Nico. Du coup, si Sainz a la caméra jaune, on reste super cohérent. On est très très bien pour l'instant. Là, ils peuvent nous faire une masterclass Ferrari, donc attendez-vous à ce que ça merde à un moment donné.
C'est tout à fait possible. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'avec Ferrari, qu'on peut vous parler d'un rouge. Et en fait, chaque année, c'est le truc. Ah, le rouge a changé. On l'a mis 3% plus bleuté. Ça marche très bien à chaque fois. Il change tout le temps de rouge. Donc là, le Rosso Corsa, c'est pas celui. Est-ce que ça ressemblera plus à celui de 2007 qui était très très foncé? Sinon, ça pourrait être jaune devant et noir derrière. Mais bon. Oui, tout à fait, bien évidemment. C'est des traces de qui sont très précises. Rosso Corsa, c'est celui des Ferrari des années 90 surtout. D'accord, ouais, donc ça peut être très joli. Hein. Ferrari 95 de mémoire était Rosso Corsa, a priori. Et avec des ailerons noirs. Et oui. Ça commence à me dire cette affaire. Moi, c'est vrai si dans ce livret-là, je veux un casque hommage à Jean Alési dans la saison. Ah bah là, Charles Leclerc se débrouille, parce que je vois pas pourquoi Carlos Sainz le ferait. Mais non. Il se débrouille absolument. Parce qu'en plus, avec les couleurs, avec les formes pardon, des F1 2022, on va pas être si loin que ça, en fait, des looks de Zélia. Donc on pourra retrouver une voiture qui était très très jolie. Hein. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, une photographie arrive, hein, bien évidemment. C'est pour que tout le monde soit content, que les gens fans historiques puissent voir cette merveille. Avec Joël qui est un petit peu décevant dans cette voiture parce qu'il penche pas beaucoup la tête sur cette photo-là, mais bon. C'est ça. Ah, t'es superbe. Il y a Nico qui dit un volant Joalési. Oui, en fait, toutes les fonctions sont présentes au-dessus, sur la partie supérieure du volant. C'est une voiture qui était la dernière F1 à V12 de l'histoire, d'ailleurs. Oui. Puisqu'ils sont passés au V10 en 2016, oui, bah non. Un petit peu avant. C'était pas mal en 96, finalement. Jusqu'en 2016, il y avait le V12. C'était ça la course G. C'est pour ça qu'il y a plus de titres là. C'est ça. En fait, ils n'avaient jamais contrôlé le moteur Ferrari entre 1994 et 2016. Ils sont tombés dessus. C'est quoi ce truc? Et nous, cons comme on les entend tous passer. On entend juste deux voitures qui font. Et on dit... le moteur Ferrari fait un bruit particulier, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Est-ce que c'est le turbo? On était tous là à s'extasier. Alors, le Honda, il fait. Alors le Ferrari qui fait un bruit de V12, ça n'a choqué personne visiblement. Bon, on a bien hâte de voir. On vous en parlera la semaine prochaine de ces voitures. Et la Mercedes, grise ou noire? On lance les paris ou pas? S'ils arrivent à la faire grise alors que le casque de Russell est noir, que sa combinaison est noire, que tout. Non, en plus, je pensais que c'était gris parce qu'en fait, le PDG de Mercedes a dit que, en gros, c'était bon, maintenant, il fallait revenir à l'image de marque et apparemment, il semblerait que finalement, non, elle va être noire parce que tous les derniers détails montrent que c'est le cas. Donc, je pense qu'il y a eu gain de cause du côté Hamilton. Lewis, effectivement. Il a reçu un SMS des designers PTDR, t'es qui? Président, ça veut dire qu'il y a eu une espèce de match à mort PDG de Mercedes versus Lewis Hamilton, et a priori c'est Hamilton qui a gagné. Donc, je peux comprendre du coup qu'on n'avait pas entendu parler de Lewis Hamilton depuis Abu Dhabi. Parce que ça se prépare un combat pareil. C'est ça. Ou alors gris devant, noir derrière. Ouais, après, c'est pas impossible qu'ils aient les deux. Un petit mélange, ouais. Un dégradé dégueulasse. Avec des AMG partout. C'est vrai que c'est l'avantage. Si ça change autant que sur les dernières années, on devrait plus avoir cette espèce d'autocollant tuning qui était très particulier quand même. Ouais. Ils communiquent beaucoup avec le logo AMG, donc je pense que l'autocollant AMG il sera partout. Ils vont faire comme les Porsche en endurance il y a quelques années. Vu du dessus, ça va faire un logo AMG, mais vu de côté, ça va être infâme. Regarde des lignes discontinues comme ça, qui n'ont aucun intérêt. Ça va être harmonieux, gris et noir, ça se marie bien. On peut espérer qu'il fasse quelque chose d'harmonieux quand même. Faut espérer. Mais avec le rouge Ineos, faut pas oublier. Un petit rouge Bordeaux comme ça qui fera une petite touche subtile. Le vert Petronas. Et le vert Petronas. Oh, le designer, il a dû voir ça, il a dit on n'est pas dans la mouise. Il a versé une larme. Ah bon, encore? Déjà que Sean Bull chez Alpine, il a dû recevoir le rose et s'est dit bon. Il a dû appeler. Excusez-moi, j'ai reçu un brief, je crois que c'est faux. Non, c'est rose. Foutez de ma gueule. Cela dit, l'avantage pour l'Alpine, ils peuvent mettre le rose qu'ils veulent parce qu'effectivement, WT, on l'a vu l'an dernier, n'est plus si regardant que ça parce que le rose n'avait rien à voir avec le rose de marque sur l'Aston Martin. Sean Bull a parlé d'une livrée un peu dans une esthétique un peu façon GTA Vice City, en gros, tu sais, un peu cette espèce de couleur néon. Donc, je
Je sais pas s'il exagérait ou si c'est le cas, mais en tout cas, peut-être qu'ils auront fait une livrée un peu. Quitte à avoir des couleurs comme ça, ils seront peut-être allés assez loin sur le concept esthétique. Oh la vache. Imagine la présentation, tu les vois arriver, lunettes de soleil, tac, Ah ouais. en mode Miami Vice, ce serait extraordinaire. Moi, Il existe des photos de présentation Renault en 2003, je crois, où Alonso a ce look-là, avec une chemise ouverte et tout ça. Je sais que tu vois de quoi je parle, Michael. On va retrouver la présentation Renault, bien évidemment. BWT est quand même sponsor titre, hein, donc ils ont justement leur mot à dire, je pense. Hein, donc, voilà, quand on sait que du côté d'Alpine, Renault, on peut courir après le moindre euro, que ce soit à gauche ou à droite, si on peut éviter de le faire sortir du groupe. Si BWT a envie de faire beaucoup de ROS sur la voiture, il y aura beaucoup de ROS sur la voiture. Donc, BWT, ils viennent toujours avec 20 ou 30 millions à peu près. Hein. Pour eux, c'est le minimum. Ils font plus. Oh merde, quel enfer. C'était en 2002. C'est 2002. C'est hier. Vous allez voir, ladies and gentlemen, Fernando Alonso. Jenson Button qui est bon, le look cuir tongue quand même, il est particulier. Il faut la vache. Et alors Alonso. Oh mon Dieu. Ah mais Alonso ce jour-là, c'était. Tu te souvenais plus? Oh non. Ah mais c'était. Alonso il s'est habillé avec le crocodile qu'il venait de tuer à main nue. Il tournait dans un film porno après pour Briator, hein, c'est pas possible. C'est absolument incroyable. Mon Dieu, quel enfer. Et rassurez-vous, pour sa propre santé mentale, il y a Arnaud Trulli également sur cette photo, mais on voit que son dos, donc il s'est mis du bon côté. Il n'y a pas de souci, non, mais c'était grandiose. Hein. Et ça, et vous aviez aussi après les combinaisons, parce que tout le monde se rappelle avec émotion des Renault bleu et jaune, tout ça, en disant oui, mais bon. La première combinaison, c'était un pyjama. Hein. Mais les combis de chez Renault, moi je suis désolé, ça, c'est les ingénieurs chez Michelin quand tu vas. quand ils reçoivent des nouveaux pneus. Hein. Moi je suis désolé. Tu les vois plus dans la voiture. C'était infâme. C'est terrible. Vraiment, c'était compliqué. Donc, heureusement qu'ils ont peaufiné le design au fur et à mesure des années. Miles 7, quand même, au final, ça devenait de plus en plus joli. Ah ouais, non, parce que les premières années, c'était rude. Hein. 2002-2003, c'était difficile. Ensuite, ça s'est mieux mis. Oh, attendez, on va terminer. Voilà, rassurez-vous, on parlera des changements 2022 dans quelques instants, mais terminons, si vous voulez bien, par une image pleine de goût, parce que ça reste une présentation de Formule 1 à l'époque de Flavio Briatore. Et pour les jeunes qui ne connaissent pas Flavio Briatore et qui se disent, mais attendez, vous nous en parlez depuis 15 émissions, vous dire que c'est incroyable son retour. Pourquoi donc? Pour ça, mesdames et messieurs, oui. Flavio Briatore qui pose avec 12 top modèles, 2 bouteilles de champagne géantes, et Fernando Alonso qui vraiment n'a pas envie d'être là. Et du coup, on ne voit absolument plus la voiture, hein, parce que c'est une présentation de voiture, mais au final, le truc qu'on voit le moins, c'est la bagnole. Mais tu vois, j'étais pas très loin sur le film porno finalement, parce que je me souvenais vraiment plus de cette photo. Et on aperçoit Arnaud Trulli qui est bien habillé, c'est le seul des trois qui est bien habillé. Il a peu de dress code. Je pense qu'il était quand même en tongue. Oui, bah, ça par contre, les tongs, ils avaient un partenariat, c'est pas possible. Qui n'ont pas renouvelé quand les F1 se sont dotés de Halo, malheureusement, c'était le bon moment. Mais Flavio Briatore qui a une chemise ouverte, on dirait Danny Briand. Franchement, non, c'était top. Rendez-vous compte, c'était extraordinaire. Ces présentations de F1. Ah, putain. Petite pépite. Voilà donc au niveau des présentations de 2022, hein, ce qu'on pouvait vous dire pour l'instant. Donc on en parlera la semaine prochaine. Parce qu'on revient la semaine prochaine, on rempile. Et ensuite la prochaine émission sera 4 mois plus tard. Mais non. Rassurez-vous, on reprend un rythme plus ou moins régulier parce que de toute façon il y aura tellement d'infos, on ne pourra pas vous faire une seule émission toutes les 2 semaines parce qu'elle ferait 4 heures à chaque fois. Et on fait déjà ça le jeudi, c'est très compliqué, bien évidemment. Mais du coup, on a quand même quelques petites informations sur cette saison 2022, parce que, écoutez, ça commence dans un petit peu plus d'un mois à Bahreïn. Il serait peut-être temps de savoir quel sera le format des Grands Prix, si ça ne vous dérange pas. On a commencé à voir ça avec l'annonce des horaires de la saison 2022. Donc, c'est officiel, messieurs, il n'y aura plus de vendredi matin, puisque les séances auront lieu l'après-midi. D'ailleurs, elles sont repassées à 1h30 ou c'est toujours 1h ça, dans 1h. Ouais, toujours 1h. Donc on aura 2 heures d'essai l'après-midi. Et puis ensuite, qualif, essayez Moto 3 le samedi matin, qualif, et puis la course, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, il y aura 3 sprints. Quelle désillusion, il n'y en aura pas 6. Comment Rosborn a-t-il pu nous mentir à ce point-là? Je pense qu'il a un petit peu pleuré, Rosborn. Il s'est dit non, mon projet. Les équipes ont montré leurs muscles, ont dit voilà, si on veut pas, on fait pas. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'accord effectivement financier, parce que ça, clairement ça penchait de ce côté-là. Les top teams voulaient beaucoup plus de dédommagements financiers pour avoir 6 sprints au lieu de 3. Ça pas, voilà, personne n'a accepté, donc
On reste sur 3. Voilà. C'était précisément Mercedes, Red Bull et Ferrari qui voulaient plus de sprint pour avoir plus d'argent, parce qu'en fait, je crois que c'est une enveloppe de 500 000 avec une enveloppe en plus en cas de dégâts, les 3 courses sprint, et eux voulaient en fait une augmentation du budget de 2,5 millions de mémoire avec 6 courses sprint. Et en fait, les petites équipes ont dit c'est hors de question qu'on vous file 2,5 millions qui en fait couvrent beaucoup plus que les 6 courses sprint, pour que ces 2,5 millions partent dans le développement et tout ça, et que nous derrière, on n'ait pas l'argent pour justement lutter et que ça vous fasse encore un gap et puis un avantage. Donc toutes les équipes, avec notamment Gunther Steiner et Zach Brown, qui ont été très, très clairs là-dessus, ont mené la fronde et ont gagné. Donc il n'y aura bien que 3 sprints, puisqu'il n'y a pas eu d'accord financier, qui était vraiment la colonne vertébrale d'un possible passage à 6 courses sprint. Et alors rassurez-vous, puisque Ross Brown l'avait dit, et Stefano Domenicali également, rassurez-vous, puisque donc ces sprints ne détermineront plus la grille de départ du dimanche, ce seront des courses totalement à côté, qui n'auront rien à voir, sauf qu'en fait, pas du tout. Ils nous resservent la même chose. Mais alors attention, parce qu'il y a quand même du changement. Donc les 3 sprints, attention, nouvelle règle. Ce sera à Imola, en Autriche et au Brésil. Autant vous dire que 100 km de course un samedi après-midi à Imola, moi j'ai mon hypomètre qui est au maximum. Se faire chier, mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Sauf s'il pleut. Oui, non, mais ils se sont dit, il a plu les 2 dernières fois, il repleuvra, et puis voilà, tout se passera. Il y aura plus Bottas pour mettre une voiture d'un top team au milieu du peloton, donc on risque de se faire un peu chier. Mais... Peut-être quand Russell le fera peut-être, et on aura peut-être une bataille Russell-Bottas. Ça finira pareil. Oh merde. Mais du coup, cette fois-ci, déjà, les 8 premiers marqueront des points. 8 points pour le vainqueur, 7 points pour le deuxième, ainsi de suite, jusqu'à 1 point pour le 8e. Je donne mon avis là-dessus, moi je trouve que c'est idiot. On vous a dit, si vous voulez que le sprint compte plus, il faut écarter les positions et pas juste mettre 1 point entre chaque, mais bon, c'est ce qui a été donné. Donc il y aura 8 points maintenant pour le vainqueur du sprint, ce qui permet quand même de gommer entièrement l'écart entre la première et la deuxième place le dimanche. Alors bon, après il faudrait quand même le miracle de gagner le samedi, finir deuxième le dimanche, et que le gars qui gagne le dimanche ait le meilleur tour en course, mais n'ait pas fini la course du samedi. Enfin, c'est compliqué, mais ça pourrait avoir lieu. Donc on est quand même sur des sprints qui vont avoir un impact. On a quand même 24 points du coup qui vont être distribués. C'est ça, c'est quasiment l'équivalent d'une victoire au final sur les 3 sprints. Donc ça va être assez compliqué. Mais du coup, parce que tout le monde s'est plaint. Ça, voilà, on se rappelle. Il y avait une croisade noble des fans de F1 qui sont venus dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, le plus rapide du vendredi n'a pas la pole position, c'est un scandale. On rappelle que tout le monde s'est plaint de ça à Monza, alors que si Bottas n'a pas eu la pole le dimanche, c'est pas parce qu'il a pas gagné le sprint, c'est parce qu'il a eu une pénalité moteur. Bon, passons. Désormais, rassurez-vous, c'est bien le poleman du vendredi qui aura la pole position dans les stats. Mais pas le dimanche. Pas forcément le dimanche. C'est une merveille. On va avoir 2 pôles maintenant. C'est ça. Alors il y a du bien et du moins bien. Il y a effectivement le fait que le meilleur temps du week-end, logiquement, si la séance du vendredi après-midi est sèche, logiquement c'est là qu'on aura le meilleur temps du week-end. Donc là, la pole position, c'est pour le pilote le plus rapide. Par contre, si le pilote le plus rapide perd la course au sprint, c'est la pole position du dimanche ne comptera pas dans les stats comme pole position, mais ça sera quand même le mec qui partira en pole du Grand Prix. Voilà, donc il y a encore des subtilités qu'il va falloir expliquer aux gens qui rejoignent la F1. Bon, je pense que les fans, eux, seront à peu près avertis. Voilà, donc le format n'est toujours pas idéal, soyons clairs. L'écart de points, je suis d'accord avec toi, il est pas assez grand. Par contre, on retrouve quand même plus d'enjeux à cette course-là, et c'est ce que j'avais un petit peu défendu moi dans le Grand Prix, c'est effectivement si on a une course sprint, il faut quand même que ça compte pour un peu plus que 3-2-1, parce que sinon, effectivement, il n'y a aucun intérêt d'aller se chiffonner pour quelques points. Autant te dire qu'entre le premier, deuxième et troisième, si la hiérarchie est assez écartée entre les voitures, c'est-à-dire qu'on se retrouve Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren assez nettement devant, comme 2021, on va pas aller trop se titiller devant. Si on a une saison absolument formidable avec des outsiders qui sont devant et tout, je peux vous dire que le moindre point va compter, ça peut donner des courses sprint assez sympas. Mais effectivement, entre un deuxième n'ira pas chercher un accrochage bête pour un point sur le premier. Par contre, derrière, entre 4, 5, 6, 7, 8, ça peut effectivement jouer, parce que passer de 1 point à 4 ou 5, ça a quand même un gros impact pour eux, quoi. Clairement, ça c'est là où la différence se fera. Par contre, je vous en conjure, je vous en supplie sur Next Gen,
utilisez bien le terme de poleman, surtout sur les courses où le poleman ne sera pas en pole. Moi, j'ai hâte. J'aimerais beaucoup. Bien sûr. Vraiment, genre, il se chie le samedi, il part 17ème, il me dit le poleman en 17ème position. J'adorerais vraiment. Tu sais que tu peux compter sur nous pour ce genre de choses. Là, je sais que j'ai des alliés de poids, donc il n'y a pas de souci, mais là, non, c'est extraordinaire. Déjà, moi, je me fais un malin plaisir depuis quelques semaines à mettre essai hivernaux. Je parle de Barcelone. Donc, Je sais que t'as un petit ça va peu pas de plus. souci. Non. Il y a un point pour le meilleur tour aux courses de sprint. Non. Non. Non, c'est pas du tout prévu. Ça suffit les points. Il y en a déjà assez. Stéphano, à vous, dans le chat, qui est très fort avec Photoshop, je veux le gif d'Oprah Winfrey qui dit que tout le monde a gagné une voiture, mais c'est la tête de Stefano Domenicali. Et toi, tu as un point. Tout le monde a un point, c'est formidable. C'est très compliqué. Il y a un point pour le pilote qui a mis ses chaussettes correctement. Il y a non, c'est bon, à un moment donné, ça reste de la Formule 1, c'est pas si facile. Parce que là, ça a commencé à faire. Enfin, le 8. Je trouve que ça fait beaucoup. Même, tu vois, 8 pilotes dans les points pour une course de qualification. C'est là où ça me gêne. Si à l'époque, si à la rigueur, c'est vrai, des vraies courses, mises à part, pourquoi pas. Mais là, bravo, en fait, ils auraient... 7ème, tiens, 2 points. Ils auraient pu faire un truc intéressant, faire un barème un peu comme il était au début de la création de la F1, c'est-à-dire les 5 premiers avec 9 points pour le vainqueur, ou 8 points, je ne sais plus combien, non, c'était 9. Et comme ça, tu dis, bah voilà, celui qui gagne le sprint a vraiment un avantage. Tu mets un peu d'avantage pour les 2-3 premiers, puis après, tu mets 2 pilotes en plus ou 3 pilotes en plus qui gagnent un peu moins de points, mais faire un truc qui ne donne pas plus de points que ce que ça donne là, et récompense quand même les mecs qui ont essayé de gagner le samedi, en fait. Parce que finalement, encore une fois, avec un point d'écart entre chaque position, personne ne va se faire chier à prendre une place, quoi, en risquer de casser la voiture, alors que le budget est plafonné et qu'en plus, il n'y a pas eu de rallonge budgétaire sur les courses sprint. Donc, Et quitte à avoir le barème, moi j'aurais donné un point ou 2 pour la pole position de vendredi. Ouais. Pour motiver. Je pense que ça aurait été pour vraiment montrer en sympathique. plus que c'est le poleman, tout ça. et pour ça, mettre- depuis longtemps, ça me paraît pas déconnant de faire un point pour la pole. Mais, Surtout qu'on donne pour le meilleur tour en course maintenant. Donc, C'est ça. Ouais. Et Nitram nous demande des nouvelles du classement crypto over Taking Award. Il y aura un point d'ailleurs pour le vainqueur du classement des dépassements. Il aura un point en plus. Alonso ne finira donc pas avec un score vierge. Et non, je peux te garantir que s'il termine avec un score vierge, vous n'aurez plus de stream sur cette chaîne avant un bon moment. sauf s'il n'a pas dépassé parce qu'il était premier. Voilà, alors, imaginez. Là, on aura un stream tous les soirs. 15h, pourquoi Le JT Alonso à 20h. Quelle connerie. Et ben, il est toujours en tête. Rassurez-vous, Fernando est premier. Voilà. Il a gagné On se tous les retrouve grands demain prix. pour un nouveau point. Fernando a gagné les 10 premiers grands prix de la saison. Il a 260 points parce qu'il a fait tous les meilleurs tours en tour. Et alors, quel problème. Un peu chiant cette saison. Non, je la trouve géniale. Moi, j'aimerais beaucoup. Enfin, oh là là. On se rappelle. Hein, en fait, ça se rapproche. Le mois de mars est presque là, le premier Grand Prix de la saison. Celui où soit Alpine joue la gagne, et ça y est, merci. Moi, soit ils sont 17e et 18e, dans le néant le plus total. En tant que fan de McLaren, je suis terrifié parce que c'est exactement le même. C'est un peu le même principe pour tout le monde, mais sauf que McLaren vient de passer 4 ans à remonter la pente difficilement. Et lui, s'ils repartent là où ils étaient il y a 4 ans, moi, je ne veux pas le supporter. Quoi, donc... C'est l'avantage d'être fan de personne pour le coup. Ah bah là, Ouais. ou d'être parmi les 6 fans de As. Parce que du coup, ils arrivent là, ils sont là déjà, c'est du bonus. Après, tout ce qui se passe, Pas d'attente. tout ce qui se passe en piste derrière, oh là là, vous savez, on a mis une voiture sur la route. Hein. Hyperdriver dit, si Alonso est champion, Michael, tu joueras le rôle de Ross Brown. Ah bah alors là, Ouais, il va les aimer, les courses sprint. chaque victoire de Fernando Alonso dans une course chiante comme la pluie sera célébrée avec grand plaisir ici en disant mais quel Grand Prix, franchement, on a eu tout ce qu'il fallait pour une belle course de Formule 1. C'était assez Si t'as raison, moi je vais peut-être soutenir As parce que j'ai quand même envie que Gunther reste en F1 parce que si As se plante cette année, je pense que Gunther on le reverra plus. Ouais. Même Gilles non plus. Hein. C'est le À un 11 moment, mars, il y a non, bien si je dis pas de Lopez, bêtises, à peu près. C'est le 10 ou le 11 mars, la saison 4 de Drive to Survive. Le 11 mars. Le 11 mars. Entre les essais de Bahreïn et le Grand Prix de Bahreïn. Bien Ouais. calculé. J'ai hâte de... Mais attendez, c'est un vendredi, toujours, effectivement. C'est toujours le vendredi. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va avoir Gunther là-dedans. Je suis désolé, j'ai Je sais hâte. pas. L'épisode Ouais, entier sur Gunther, la chiffre molle, qui se fait victimiser par Dimitri Mazepin. J'imagine assis dans le bureau en train de se faire claquer. Tu te tais maintenant. You fucking smash my... Tu te tais! Sur le Ferme-la! mois de
Si on le voit 3 minutes, en tout cas, on le verra plus que sur toute la saison 2021. Hein. Oh putain. Écrivez, hein. Prenez des notes parce que vous allez avoir plus de déclats de Gunther Steiner parler là-dedans que ce que vous avez eu, parce qu'on a eu des communiqués de presse. J'espère qu'ils auront réussi à capter un peu plus d'humanité dans cette équipe d'ailleurs et qu'il y aura eu des moments difficiles après les Grands Prix où c'est mal passé entre Schumacher et Mazepin parce que vraiment, il n'y a rien eu de tout ça l'an dernier. Quoi. Vu à quel point Gunther Steiner était un bisounours, je suis pas sûr que ça existait en fait ces moments-là, d'humanité là-dedans. Je suis pas certain. Alors Apost nous pose une question intéressante et ça a été répondu d'ailleurs sur Next Gen, mais je vous laisse répondre ici et je te laisse répondre Franck un peu plus en détail. En parlant du début de saison qui se rapproche, est-ce que vous aurez finalement quelqu'un sur place pour couvrir les vrais faux essais, shakedown, tout ça, biffer la mention inutile de Barcelone? Alors, j'ai bien dit biffer. S'il vous plaît, le chat, calmez-vous. Donc, ce qui a été annoncé en tant que dispositif par la FOM, c'est qu'effectivement, il y a une ouverture aux médias. On a la chance d'avoir notamment... Alors, nous, sur place, on sera plutôt sur les conférences visio, parce que sur place, comme ça s'organise au tout dernier moment, on va pas y aller, on va pas le faire, parce que ça va être assez cadenassé en termes de communication. Donc, ça sera uniquement des visios et des zooms avec les équipes. Il n'y aura pas d'accès direct pour des interviews, de genre de choses a priori. D'après ce que j'ai compris. Par contre, on a la chance d'avoir notre agence de photos XPB qui sera sur place en termes de staff, qui sera même renforcé, parce qu'on aura 4 photographes rien que pour XPB sur place au lieu de 2 d'habitude. Donc on va être à fond sur les photos, donc ça sera plusieurs milliers de photos sur 3 jours. C'est ce qu'on m'a promis, donc en termes de couverture des F1, ça sera absolument gigantesque. Alors on n'aura pas forcément les F1 définitifs à Barcelone, parce qu'il y aura des évolutions aérodynamiques certainement pour Bahreïn. En termes de détails et de retransmission de ce qu'on pourra nous vous retransmettre, les galeries de photos sont vraiment là pour enrichir tout le contenu textuel évidemment qu'on aura de manière classique. Pour ceux qui sont sur Next Gen Auto, vous savez qu'on couvre en exhaustivité le plus possible tout ce qui se passe, tout ce que chaque équipe fait, et on continuera là-dessus. On essaiera effectivement d'être le plus présent possible sur les différentes sessions avec les équipes, donc pour vous rapporter effectivement tous les propos, même si voilà, le point d'interrogation qui reste encore, c'est quel point la FOM va demander aux équipes de réduire la communication, quel va être le niveau de communication autorisé avec les médias en termes de déclaration, en termes de prise de parole. Ça va être le seul point d'interrogation à cette heure. Nitra me dit j'ai hâte de rien comprendre aux discussions sur le point de vue technique. Et rassure-toi, parce que moi j'ai hâte de faire les émissions Grand Prix où je ne vais rien piffer à ce qui va m'être dit par Manu. Il expliquera en détail chaque voiture et je vais dire oui. Là, j'ai déjà commencé. Hein. D'ailleurs, le soir, tout ça, je n'ai rien pigé. Allez-y lire tous les articles techniques de Manu. Il y en a d'autres qui vont sortir. Je crois que c'est demain les prochains qui vont sortir effectivement sur les dernières monoplaces présentées. Alors on n'a pas fait toute la technique de toutes les voitures parce que il y a des voitures on a vu qu'en 3D, donc en rendu, donc on ne sait pas si ça va être les vraies. Donc ça sert à rien effectivement de commencer à les décrypter. Donc on va attendre d'avoir les vraies voitures pour les décrypter. Mais pour tous ceux qui veulent comprendre la technique, apprendre un petit peu tout ce qui se passe, lisez les articles de Manu parce que franchement ils sont très très bien faits. Et en plus en collaboration avec quelqu'un qui est un expert du domaine en Formule 1. Absolument. Et du coup, il y a d'autres articles qui vont venir aussi pour expliquer un peu d'autres choses, justement les suspensions, c'est quelque chose qu'on a beaucoup demandé. Donc voilà, essayer d'expliquer un peu en détail en fait tout ce qu'on reprend là-dedans. C'est vrai que c'est toujours des termes un peu techniques, mais voilà, on est sur une nouvelle ère de la F1 et très très intéressante et puis finalement beaucoup plus ouverte que ce qu'on craignait, donc on peut y aller sur l'analyse. Et effectivement, je pense qu'à Barcelone, avec toutes les photos qu'on aura, il y aura encore énormément de choses à dire, parce qu'en fait, les équipes quasiment ne montrent pas, par exemple, les parties arrière, tout ce qui est diffuseur et tout ça. Donc on peut s'attendre à avoir beaucoup de surprises encore sur ce qu'on verra des voitures. Ouais. Donc on a bien hâte, en tout cas, mais c'est vrai et que ça aide aussi à la compréhension de notre sport préféré, donc ça fait plaisir. Et puis vous verrez, donc il y aura une couverture bien complète sur Next Gen et ça fait évidemment plaisir de pouvoir quand même vous parler de ces essais qui ne sont pas des essais. C'est une première, c'est la première fois que vous allez pouvoir courir des shakedowns, messieurs, de manière intensive. On s'est refusé à utiliser le terme shakedown chez Next Gen Auto. Très bien, c'est excellent. Voilà. Quand je vous dis qu'ils sont bien, ces gens, raison. La dernière annonce aussi qui a été faite officiellement, c'est que... Alors attendez, sortez vos calculettes parce que là on va y aller. Peut-être, vous souvenez-vous, dans le chat, ce sera peut-être le cas, et vous me suivez également,
du Grand Prix de Belgique 2021. On s'est peut-être fait un petit peu, mettre à l'envers. Je pose la question. Avec 2 tours sous safety car, et sur le dire bonjour, on a un Grand Prix de Belgique, voilà, donner la moitié des points. Ils ont changé maintenant la distribution des points. Si on fait entre 2 tours et 25% de la distance de course totale, les 5 premiers marqueront des points, avec 6 points pour le vainqueur, puis 4 points, 3 points, 2 points et 1 point. L'avantage, c'est que Max Verstappen est quand même champion du monde, donc de toute façon, même si on refait ça sur le 2021, je pense qu'il le reste. Je pense qu'ils ont fait ça pour que ce soit le cas aussi. Voilà. Ils n'ont pas commencé à en faire comme avec Bernie Ecclestone qui dit non, mais moi j'aimais beaucoup Felipe Massa, donc voilà un nouveau système de points où il aurait gagné. Voilà. Puis il n'y a plus de points d'ailleurs, donc on fait que des victoires. Si on est entre 25 et 50% de la course, ce seront les 9 premiers qui marqueront des points. Je peux dire que le 10e, il sera ravi. Avec 13 points pour le vainqueur, puis 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. On est peu ou prou sur le système 50% des points marqués avec une petite différence, notamment pour le 2e. Et si on est entre 50 et 75% de la distance parcourue, c'est des points aux 10 premiers avec 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 et 1 point. Alors, déjà que ça fait maintenant 12 ans que le système actuel est utilisé et que je n'ai toujours pas retenu qui marque combien de points, là c'est fini. Là, je ne peux plus. Là je n'y arriverai pas. Mais ce sont des cas de figure extrêmement rares qui ne devraient pas se Ouais, c'est pour ça. Oui, non, de toute façon, puis Michael Massey, il sait calculer tout ça, il n'y a pas de problème. Sera-t-il encore là? Sera-t-il encore là? Ça, c'est la question. Non, on a eu des réactions assez positives, entre guillemets, sur cette annonce de la FIA dans les commentaires sur le site. Les réactions, par contre, qui ont été négatives, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les spectateurs dans ce cas-là? Et là, il y a effectivement des gens qui ont bien répondu, c'est que la FIA ne gère absolument pas la partie commerciale. Ce serait plutôt à Liberty, effectivement, à Média et à la FOM d'annoncer des dispositifs où il y aurait un équivalent. Alors, je pense que si on a le droit à 50% d'une course, on ne va pas rembourser 50% du billet. Il faudrait peut-être pas déconner, mais sinon, s'il y a une non-course, voilà, comme ça peut arriver, hein, il y a dans tous les sports, il peut y avoir des annulations, des choses comme ça qui se passent le jour même, et voilà. Effectivement, qu'il y ait des garanties maintenant qui puissent effectivement être apportées aux spectateurs. Je l'espère vivement parce qu'il y a très peu de choses qui ont été faites pour ceux qui ont été au Grand Prix de Belgique de F1. Je n'ai pas effectivement les chiffres en tête, mais c'est assez ridicule par rapport à ce qui était attendu. Mais voilà, moi je pense que F1 TV quand même qui a été offert aux gens qui sont pleins. Non, mais je pense que Liberty serait tout à fait. Ça arrive tellement rarement, je pense, dans le sport, que Liberty pourrait souscrire une assurance ou voilà pour ce genre de choses. Sur l'année, ça ne doit pas leur coûter beaucoup plus en termes de pourcentage de leurs revenus, qui leur permettrait effectivement de rétrocéder l'intégralité de la billetterie voilà, ça arrive une fois tous les 15 ans, tous les 20 ans, je sais pas. Ça peut à moins se couvrir voilà. Dire maintenant, à partir de maintenant, si vous arrivez sur un Grand Prix qui n'a pas lieu, vous avez payé votre billet, eh ben, ne vous inquiétez pas, il y aura un remboursement qui est prévu. J'espère vraiment que la FOM et la F1 vont aussi agir de leur côté à ce niveau-là, parce que voilà, c'est peanuts pour eux. Même leur rembourser le Grand Prix de Belgique, pour eux, c'était peanuts. Voilà. Clairement. Et ça a été compliqué. On rappelle que oui, il y a globalement, donc tu avais donc un abonnement F1 TV et une inscription à une tombola. Pour être sûr. Et un événement extraordinaire le jeudi du Grand Prix de Belgique 2022. Aucune idée d'où aura lieu l'événement, avec qui, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait ce que Lewis Hamilton a envoyé parce que Lewis Hamilton avait aussi promis des choses. Mais Lewis Hamilton n'a pas communiqué depuis décembre 2021 à part I'm back, donc là. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont reçu quelque chose de la part de Lewis Hamilton? Une casquette, quelque chose, on ne sait pas. Sur le colis. Lewis Hamilton, j'ai pas compris. Il y avait des chocolats vegan dedans, j'étais ravi. Je suis fan de Max Verstappen, bordel. Et l'autre con, il m'a envoyé une carte avec marqué merci pour le soutien XX Lewis, que c'est que ça. Ah si, non, mais ils ont envoyé les casquettes 8 fois champion du monde qui savent pas quoi faire chez Mercedes. Non, ça a fait comme. Ils ont fait comme pour la NFL avec le Super Bowl ou la NBA. Ça a été envoyé en Afrique. Alors, faut rigoler. Ça, c'est vrai, par contre. Vous rendez-vous compte qu'en Afrique, il y a des enfants, ça se trouve, ils s'habillent avec des tenues de réalité parallèle. Ils pourraient porter une casquette Lewis Hamilton, octuple champion du monde. Voilà, tout ça ferait.
Je kifferais qu'on m'envoie ça. Une casquette achetée, un AstraZeneca offert. Et comme ça, alors, ça fera progresser le tout. Non, mais par exemple, je me rappelle de cette année, Manu, tu seras d'accord avec en NFL au Super Bowl où Atlanta menait 28-3 et où ils ont perdu. Des gens se baladent avec la casquette des Hawks d'Atlanta, champions NFL. Voilà, des gens. Falcons. Des gens refusent cette réalité qui s'est passée. Et ça fait plaisir. Moi, je ferais ça d'ailleurs. Personnellement, j'ai déjà passé commande de la casquette Fernando Alonso champion du monde 2022. Mais toi, t'avais déjà celle champion du monde 2021, champion du monde Je les ai 2018, champion. Ouais. Toutes. Non, j'ai même la casquette Fernando Alonso qualifiée pour les 500 miles d'Indianapolis 2019, si tu veux. C'est formidable. Est-ce que la nuance d'orange est la bonne ou pas? Pas du tout. Il y en a 8 différentes sur la même casquette, c'est incroyable. C'est un truc, une prouesse technique. Et pas 2 casquettes sont les mêmes en plus. C'est incroyable. Et pour terminer sur les différentes annonces, messieurs, Mohamed Ben Sulayem est donc un petit peu sorti du silence aussi parce qu'il a, il a déclaré des choses qui font que maintenant on a des rumeurs. C'est très bien, c'est très bien géré pour l'instant. On est sur du très très bon. Mais donc il y avait la commission F1 hier avec notamment Christian Horner et Toto Wolff qui étaient présents. C'est la Saint-Valentin. Bah oui. Love Ils s'aimaient, ils se sont fait des bisous. Et tout le monde était très heureux puisque Mohamed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA, a dit ils étaient sur la même ligne. Je pense que c'est à cause justement de la Saint-Valentin. Ils étaient proches les uns des autres, ils étaient de bonne humeur. Moi je suis désolé, j'ai l'impression qu'ils me parlent d'un épisode des Feux de l'amour. Hein. Je suis très inquiet. C'est Ross Brown qui a fait donc le c'était communiqué, là. c'est cool. Donc c'était bien. Je m'attendais à plus de divertissement, mais c'était bien de voir l'harmonie entre eux. Ah, je commence à bien l'aimer déjà, le nouveau patron de la FIA. Moi, je suis désolé parce que d'imaginer avec des pop-corn en train de les accueillir, là, j'apprécie. Et finalement, il a été déçu. Il aurait peut-être, ils sont arrivés, il aurait fait une paire de grandes box à chacun. C'est bonjour. C'était Paul Si jamais Amar ça qui avait passe fait ça, non? Oui. Oui, c'est ça. absolument. Il viré pour ça. Alors, rassurez-vous dans le chat si vous ne savez pas qui est Paul Amar, c'est normal. normal. Ne vous en faites pas. C'est pas ce qui devient, mais c'est normal. Donc ensuite, il a déclaré « Nous nous sommes mis d'accord sur certaines choses et l'analyse est toujours en cours, mais cela viendra bientôt. » Voilà. Donc les informations seront annoncées, mais comme je l'ai dit, l'intégrité de la FIA sera toujours intacte. Bon, ça sent le truc... oula, ouais. Ouf, oulala. Je suis élu pour cela, mais aussi pour que le sport automobile soit équitable, car c'est mon devoir. Bah, annonce-nous une balance de performance en Formule 1, et puis on pourra parler. Ce sera équitable. Nous avons abordé beaucoup de choses importantes pour la saison, donc je m'attends à une bonne saison de F1. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant, c'est important pour la FIA, pour l'intégrité de la FIA et pour le sport. C'était donc une très bonne réunion, l'avenir ne pourra être que meilleur ensuite, et puis bon, là c'est tous les paragraphes de Ross Brown. Mais du coup, bon, les rumeurs, voilà, commencent, mon cher Manu. Non, mais en fait, c'est de la langue de bois, et en fait, il aurait juste dit, en gros, on a tenu la réunion comme prévu, et comme prévu, on vous donnera une nouvelle plus tard. Bah, ça suffisait, en fait, il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Parce que finalement, on connaissait déjà les réunions, on connaissait déjà le timing de tout, et le fait que de toute façon, on connaîtra les décisions comme au moment du Grand Prix de Bahreïn. Donc, il n'y avait pas besoin de venir ajouter quelque chose qui finalement n'apporte rien, juste pour montrer qu'il est là, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Après, j'espère pour eux qu'ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils font et que c'est juste pas de la com pour gagner du temps. Parce que c'est beau d'avoir des belles formules, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont attendre des actions pour que certaines choses changent. Donc, voilà. À voir. Et l'action principale, c'est surtout de savoir si Michael Massey va rester ou pas. Ça. Et lors de présentation de F1, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à Michael Massey. Il y a eu plutôt de soutien. Et de la part des pilotes, et de la part des patrons d'équipe qui ont eu à s'exprimer sur le sujet. Donc on s'est dit, ils sont en train de préparer le terrain pour qu'effectivement Michael Massey pourrait rester. Sauf que d'autres rumeurs annoncent qu'il serait vraiment viré et qu'il serait remplacé par un duo, donc Eduardo Freitas et l'ancien du DTM. Voilà. Donc ça, voilà, ça reste des rumeurs. Je pense qu'absolument personne ne sait qu'est-ce qui sera décidé, qu'est-ce qui sera pas décidé. Ce qui est certain, c'est que Michael Massey, il a très très mal vécu toutes les attaques personnelles pendant l'hiver. Parce que, ça, on peut comprendre, ça, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est clair. C'est pas, je pense que émotionnellement, mentalement, ça doit pas être évident de revenir droit dans ses bottes après ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Donc, s'il revient, il y aura quand même certainement un mea culpa ou autre chose, je sais pas, ou de la FIA ou de lui, ou de voilà, quelque chose qu'il faudra clarifier avant que ça puisse reprendre, parce que
Sinon, ça resterait un torrent sur les réseaux sociaux de fans de Lewis Hamilton qui sont absolument dégoûtés de ce qui s'est passé à Abu Dhabi, et ça continue toujours. Hein. Voilà, ça ne s'est pas du tout... ça s'est calmé, mais c'est pas oublié. Donc voilà, il va falloir vraiment être très prudent du côté de la communication de la FIA là-dessus, quelle que soit la décision qui sera prise. Je pense que c'est pas évident pour la FIA. Pour l'instant, chez Mercedes, on ne s'est pas exprimé là-dessus. Je suppose que si on peut poser quelques questions à Mercedes vendredi, il y aura des questions sur Michael Masi, évidemment. On va voir comment Lewis Hamilton va les prendre ou les esquiver. Ça risque d'être absolument fantastique. Donc j'attends moi de voir vendredi, effectivement, ce qui va se dire à ce sujet. Surtout qu'il y a George Russell aussi qui a été le premier à dire que c'était honteux et que c'était impossible sur Twitter, quasiment depuis le bord de piste. Donc voilà, ça promet d'être assez tendu. Après, je pense que Mercedes va jouer le jeu beau joueur, et ils vont pas. Je pense qu'ils ont. En fait, ils sont passés à autre chose quoi qu'il arrive. Après, ils diront peut-être que de toute façon, la F1 doit faire des choses, prendre des décisions, mais je pense pas qu'ils vont mettre de l'huile sur le feu pour comment dire, en rajouter sur Maisie. En fait, je pense que Maisie a pris assez cher depuis décembre. Je suis pas partisan de lui, je suis pas partisan de ce qu'il a fait en F1, et je trouve qu'il a beaucoup fait d'erreurs depuis 2 ans, mais il mérite pas non plus le torrent de haine qu'il a reçu, un peu comme tous les gens qui y sont confrontés. On pense à Latifi notamment, qui a reçu des menaces de mort et qui a dû être exfiltré du circuit d'Abu Dhabi parce qu'il avait provoqué le safety car à la fin. Ça reste des choses inacceptables, et Michael Maisie, tout directeur de course moyen qui puisse être par moment, reste un être humain et reste quelqu'un qui a pu faire une erreur. Et voilà. Donc après, la question c'est, est-ce qu'on veut qu'il reste, est-ce qu'on veut pas qu'il reste? S'il reste, pourquoi on estime qu'il est l'homme de la situation et pourquoi on apporte des changements sur l'entourage, etc. S'il ne reste pas, pourquoi justement on estime qu'il faut changer, et que changer la structure de la direction de course impose aussi de changer les personnes qui y sont, parce que justement Maisie est habitué à gérer seul et que là aujourd'hui on passe sur un collège, etc. Et voilà, et en fait c'est juste de la com hyper transparente que tout le monde attend. Après, oui, il y aura toujours des gens qui vont continuer à gueuler, et ce sera comme ça. Et puis, on oubliera Michael Maisie le jour où son successeur ou sa successeur fera une erreur. Donc, voilà, ça va continuer comme ça. Mais l'important, c'est que la FIA explique pourquoi ils prennent les décisions et comment ils font pour que les problèmes qu'on a vus ne se reproduisent plus. Et on parle d'Abu Dhabi, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des problèmes de sécurité, des petites choses comme ça qui doivent être aussi indiquées, voilà, en disant on a aussi changé le barème des conditions comme Spa parce que justement, ce jour-là, on a fait une erreur. Et voilà, et en fait, il n'y a pas de problème à ce qu'ils avouent leur erreur. Il y aura plus de problèmes à ce qu'ils essaient d'enjoliver le truc. Et c'est un peu ce qui me fait peur avec la com de Ben Sulayem, c'est qu'au final, on est déjà sur quelque chose où oui, tout va bien, ça va bien se passer, c'est prometteur, on est tous contents et tout ça, il y a une belle harmonie. Non, je ne pense pas qu'il y ait une belle harmonie. Aujourd'hui, tout le monde fait un peu profil bas parce que de toute façon, il faut passer à autre chose et qu'on a une grosse saison qui attend tout le monde et que la saison commence dans 2 semaines à Barcelone. Mais à part ça, je pense que chez Mercedes, ils n'ont encore pas digéré et ils ne digéreront pas tout de suite. Donc après, il faut faire ce qu'il faut et pas hésiter à prendre des décisions, je pense. J'ai vu des rumeurs comme quoi sur les pontons, en fait, il n'y est plus marqué Petronas. Petronas aurait accepté justement de laisser Mercedes ne pas afficher son nom. Et à la place, c'est marqué This is called the motor race, we went motor racing, Toto. Voilà, c'est pour montrer qu'ils ont bien tourné la page. Sur les roues arrière, il y aura marqué Mikey, this is not right. C'est ça, voilà. À chaque fois, comme ça, imaginez, ils sont formés à chaque fois. Verstappen se fait dépasser par une Mercedes TRS-War, poum, ça This is not right. Merveilleux, moi je trouverais ça extraordinaire. Voilà, à voir où ce qui va se passer, hein, évidemment du côté de la FIA, mais ouais, il faudrait changer. Moi je continue de penser que la position de Michael Maisie est absolument plus tenable. Il peut pas rester, pour les raisons que vous avez évoquées. Moi je suis désolé, à la première heure qu'il va faire, ils vont lui mettre sa tête sur une pique. Ça va plus être possible, quoi. Donc, je rejoins Manu, il n'y a pas en fait de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Virer Michael Masi, c'est... Voilà, l'erreur est humaine. Je veux dire, tout le monde fait une erreur dans son travail, dans sa vie. Certes, celle-ci a des grosses conséquences au championnat parce qu'il y a effectivement une application des règles qui n'a pas été respectée stricto sensu. Maintenant, le garder, c'est aussi, voilà, comme tu dis, continuer à attiser la haine derrière et de gens qui vont vouloir absolument sa tête à tout prix. Et ça sera plus une situation tenable non plus. Donc
Voilà, donc lui trouver un rôle quelque part, peut-être, ouais, ça veut dire, voilà, on te déclasse, entre guillemets, tu vas peut-être rester à la direction de course, mais tu vas t'occuper d'autres choses, peut-être de la sécurité des circuits, peut-être voilà, d'autres choses, mais bon, ça sera forcément toujours mal vécu. C'est ça, mais je pense que ça sera mieux pour sa santé mentale aussi de ne plus être sous les feux des projecteurs comme ça, parce que ça devait être évidemment très compliqué pour lui. Et puis, effectivement, tu dis l'erreur humaine, moi je pense que c'est plus facile d'une certaine manière de le déclasser d'une certaine façon, dans le sens où il en a fait à l'appel des fautes depuis 2 ans. Donc voilà, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons et que c'est pas simplement Abu Dhabi, mais qu'Abu Dhabi ça a été voilà, la goutte d'eau qui a fait largement déborder le vase. Oui. Et après, on n'est pas non plus à l'abri que ce soit lui qui décide de partir parce que justement, il n'a pas supporté le torrent de haine qu'il a reçu. C'est ça. Enfin, je veux dire, s'il a ouvert les réseaux sociaux, concrètement, il aura vu ce que les gens ont dit de lui et je pense que ça doit donner un petit peu envie de tourner la page et de pas prendre son rôle. Donc, après, je ne sais pas si c'est son cas, mais ça reste aussi une option possible. Ce serait la meilleure solution d'ailleurs, si ce soit lui qui annonce en disant que voilà, on ne peut pas continuer cette pression, cette pression-là. Même si c'est pas forcément son choix, en tout cas en termes de public, c'est lui qui sauverait la face ainsi, quoi. Très clairement. Voilà, messieurs. Écoutez, je pense qu'on a bien juste... fait Oui, vas-y, Manu. Une question de Rally 50 qui demandait des nouvelles de la visite de l'usine Mercedes par Christian Horner. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Christian Horner a acheté un lot lui permettant de visiter l'usine Mercedes, mais a priori, ça ne se fera pas puisqu'il existe dans les contrats une clause, enfin dans les règlements, une clause qui dit que un membre d'une équipe adverse ne peut pas visiter une usine d'une autre équipe. Donc ça devrait ne pas pouvoir se faire. Espérons quand même, allez, un petit coup de com'. Franchement, ce serait beau. Un petit coup de marketing rigolo entre les deux équipes où ils viennent, voilà, et voilà. Enfin, ce serait chouette. Moi, je trouverais ça Christian, que Toto Wolff lui remette la maquette de la FOM de la F1 de Mercedes. Voilà, on te donne notre modèle. C'est marrant. Voilà. Un truc drôle, quoi. Moi, ce serait chouette. Après l'année infâme qu'on a vécue, ce serait plutôt cool. Les visites d'usine, ça se fait de toute façon de manière régulière. Je veux dire, n'importe quel fan, bon, pas n'importe quel fan, parce qu'il faut quand même pouvoir y accéder, mais très souvent, il y a des possibilités de visiter des usines de F1. Évidemment, on vous montre pas tout. Et si Christian Horner peut visiter l'usine, évidemment, il ne verra pas tout. Par contre, ces gens-là ont un œil tellement expert, grand ouvert, qui savent comment sont organisées les choses, pourquoi on a mis tel bureau à cet endroit-là, pourquoi, voilà. Des choses toujours à déduire sur une organisation. Vous pouvez pas tout cacher non plus, mais vous pouvez au moins déduire des choses. Alors, moi je veux dire, effectivement, ce genre de choses-là, on peut les montrer parce qu'il y a quand même faut pas oublier qu'il y a un transfert de personnel constant entre les équipes de F1. Tout le monde sait comment sont organisés les bureaux de Mercedes, tout le monde sait comment sont organisés les bureaux de Red Bull, tout le monde sait, voilà. Ça n'arrête pas de bouger d'une équipe à l'autre, surtout en Angleterre. Je veux dire, on peut pas garder des pièces secrètes très longtemps en Formule 1, quoi. Donc, il n'y aurait pas grand-chose à perdre de côté de Mercedes de refuser ça, en tout cas. Ce serait chouette qu'il fasse une visite, mais t'as la cafétéria, la salle des trophées, des trucs totalement qui n'ont aucun intérêt, mais ce serait, voilà, je trouve que ce serait extrêmement drôle. Ou Toto Wolff qui lui remet en arrivant tiens, une canette de Monster pour l'accueillir dans l'usine. Enfin voilà, ils peuvent faire plein de choses. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, je peux vous organiser. Voilà, on s'arrange. Il n'y a pas de souci, mais voilà, ce serait assez drôle. La galerie des trophées, ça peut être sympa. Ils auraient fait un faux trophée pour le 8e titre pilote qu'ils auraient dû avoir normalement. La place est là, elle est prête. Vous l'avez volée. Ah là là, c'est pas bien. Voilà, un simulateur où tu mets un faux jeu dedans. Enfin voilà, tu peux faire plein de trucs qui seraient vraiment très drôles. Trophée de Silverstone 2021. Et Horner vient avec la décharge de Verstappen à l'hôpital, genre comme quoi il peut sortir, tu vois. Donc ça, on l'encadre au et ça, c'est 51G, connard. Là, ce serait drôle. Là, ce serait la bonne la visite qui arrive dans Pugilat, quoi. La visite du Mercedes, ça tourne mal. Mais ils imaginaient un truc super drôle, mais ils préviennent pas les gens sur place. Ils marchent d'un couloir et ils disent t'as vu ce autre con chez Red Bull, là, tu te rends compte il doit se venir chez nous. Mais qui acceptait ça? Il se fait cracher dessus pendant qu'il marche et tout. Enfin, c'est incroyable. Il se fait huer. On a échangé nos mamans, vous savez, ils échangent de patron. Toto chez Red Bull pendant la journée. Christian. J'imagine une réunion entre Toto Wolff et Helmut Marko. Oh merde. Il ne supporterait pas. Wolff qui dit juste ces 4 vérités. Bah ouais, c'est sûr. Je supporterais pas. Patron incognito.
Ça, c'est Christiane, c'est notre nouvel employé à la cafétéria. Oh, ce serait extraordinaire. Il me rappelle quelqu'un, lui. Et là, aujourd'hui, Christiane va découvrir le contrôle qualité. Vous savez, pour une équipe, le contrôle qualité, c'est crucial. Mais attention, il ne faut pas que je sois trop précis, sinon on ne m'aura pas. Je vais être comme ça à dire. Et sinon, le bargeboard, pourquoi vous l'avez incurvé ici à cet endroit-là? C'est très... Non, mais je demande juste que... Je suis fan de F1, c'est tout. Il n'y a pas de... Moi, ce PC de cette marque-là, je dis pas, c'est de la merde. Hein, pour ceux qui ont la référence. J'aimerais... Non. Oh merde, le patron inconnu. Oh, l'horreur absolue. Ce serait vraiment génial. Mais attendez, mais si on peut le faire. David et Brivio chez Alpine et il le grime même pas. Et personne le capte. Mais là, c'est ça, c'est pas patron incognito, c'est patron inconnu en fait. C'est juste ça. C'est une nouvelle émission. Là, je suis David et Brivio. Il est encore là, il a parlé dans le communiqué d'Alpine Academy. Donc, il est encore. En arrière-plan, t'entends une voix qui fait mais pourquoi il y a le patron de Suzuki chez nous? C'est ça, ils vont prendre le téléphone et dire mais regarde, c'est le mec de chez Suzuki. Mais on n'est pas Suzuki, nous, donc c'est pas patron incognito. Qu'est-ce qu'il fout là? Une moto hybride. Ce serait perdu de vue, nous dit Culton. Il y a Jacques Pradel qui arrive. Aujourd'hui, David et Brivio. Ça fait 2 ans qu'on ne vous a pas vu. Marco Mattiacci a perdu de vue. Oh, non, putain, on l'a retrouvé récemment. Non, on l'a retrouvé chez Aston Martin Honda. Ouais, je pense qu'il était coincé dans un placard depuis quelques temps. En fait, ils n'ont pas essayé de sortir. Mais je vous dis que j'ai dirigé l'équipe. C'était moi. Vous aurez vu. Ça se saurait. On les connaît, les patrons de Ferrari. C'est des gens charismatiques, normalement, quand même. Jean Todt, Stefano Domenicali, Maurizio arrive à Bene. Cette suite-là, non? J'ai tenté d'eux. Quelqu'un sait ce qui est devenu Maurizio, d'ailleurs, ou pas? Ah, Maurizio, lui, j'ai aucune... Alors là, par contre... Non, je crois qu'il fait des... Enfin, il est reparti faire des investissements, des trucs comme ça, mais il vit sa meilleure vie loin des caméras, je pense. Voilà, je pense qu'il est pas mécontent de ne plus être dans ce tourment constant qui est... Surtout que la Juventus, nous dit le bizarre. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Exact. Ouais, effectivement, il s'est retrouvé... il quitterait... Voilà, apparemment, il serait... Enfin, oui, j'aime bien. Il serait à la Juventus. Il y a quand même une page Maurizio arrive à Bene sur le site officiel de la Juventus. Donc, à un moment donné, lis correctement du Forest. Il est Chief Executive Officer, CEO de la Juventus. Il est PDG, en fait. Oh merde. Patron incognito. Le mec est PDG d'un des plus grands clubs de foot. Ça montre que notre spécialité, c'est bien la F1 et pas le foot. Parce que franchement, je ne savais pas du tout. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui nous suivent ce soir qui sont pas en train de regarder PSG Madrid. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Vous doutez très bien qu'on ne connaît pas le foot vu qu'on n'est pas arrivé sur PSG Madrid. Donc à un moment donné. C'est ça. Voilà. Et merci le Blizzard qui par contre lui a tout de suite compris où on en était puisqu'il dit Juventus au début puis Juventus de Turin. Oui parce que là quand même faut descendre. La phrase suivante c'était club de foot. Italie. Ballon. Donc il était, en gros il a, à partir du 1er juillet, il a assumé ses choses à faire dans le management, voilà. Et depuis novembre, il est le PDG de la Juventus Turin, quand même. Merde, le mec a quand même un gros poste. C'est pas un petit poste, ouais. Ça va. Content pour lui. Ouais. Comme quoi il a pas une carte. Il était bien arrivé, il est mal parti. Hein. Ah bon, rappelle, c'était ça. Quand il est arrivé, pour arriver à Primo, il faut arriver à Bene. C'est ce qu'avait toujours dit Enzo Ferrari. Et 17 000 autres personnes dans le monde du sport automobile. Mais bon, on donne à Enzo Ferrari toutes les grandes citations comme ça. En tout cas, voilà, on essaiera de vous donner des nouvelles de David et Brivio, bien sûr, qui, à mon avis, continue de vivre sa meilleure vie. Puisque, voilà, comme l'avait dit Thibaut, c'est le seul qui est obligé de pointer. On a eu des nouvelles cette semaine. Il a parlé dans le communiqué de l'Alpine Academy. Donc, il est encore là. Il a découvert ce que c'était l'Alpine Academy, du coup. Ah oui, parce que en fait, il y a Laurent Rossi qui lui court après dans tous les bureaux pour essayer de le virer, mais il n'arrive pas à le trouver. Brivio. Il est où celui-là? Prenez l'avion pour le Japon, vous devriez le trouver, à mon avis. Une carte postale avec l'adresse de l'usine Suzuki, mais il doit être là-bas. La carte au trésor pour aller le chercher. Amamatsu. Mais pas réussi à lui remettre son recommandé pour ce... Ça ferait un bon épisode de Drive to Survive avec Laurent Rossi qui va au Japon pour retrouver David et Brivio. Ah mais rendez-vous compte de la gueule. C'est con que l'intersaison touche à sa fin.
note pour On avait plein de 2023. programmes Si on annexes. pouvait faire une vraie intersaison de 3 mois, un vrai truc pour qu'on puisse créer du contenu complètement con, nous, ça nous arrangerait Ouais. beaucoup. On n'a pas le temps, c'est chiant. Parce que là, voilà, c'est très compliqué. Il va falloir Si, vous faire la dernière demi-heure du Grand Prix Talk. Voilà. On se des lâche. conneries. Ce sera n'importe quoi. C'est ça. Comme d'habitude, c'est le moment où on fera nos pics d'audience parce que c'est compréhensible, bien évidemment. Mais en parlant de nom, alors c'est con parce que voilà, je disais les choses, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler parce que faut se mettre en jambe maintenant aussi. Donc Zafnauer va peut-être aller chez Alpine, c'est pas encore annoncé, mais voilà, c'est secret de Polichinelle. À la place, chez Aston Martin, on aura quand même Mike Crack. Je vais pas m'en remettre de ce nom, moi je suis Super désolé. nom. Hein. Mais Mike Crack, voilà, cherchez ce que ça peut dire en argot britannique, vous allez pas être déçus. Et j'ai découvert en lisant Next Gen Auto, quand même, que donc Mercedes F1 accueille 2 nouveaux jeunes pilotes. Alors il y a Luna Fluxa, qui est donc une jeune pilote du karting, mais par contre, Et Daniel Guichard. moi, j'ai lu Daniel Guichard. Ah, mais pareil, j'ai vu le Sur temps, j'ai fait F4 britannique. Daniel Guichard, hein? Et franchement, j'ai trouvé ça formidable. Mais Danny donc, Briand la semaine prochaine. c'est ça. Je me suis dit, les mecs, ils ont recruté Daniel Guichard. On peut en faire 45 Vraiment- minutes dans un Racing Café, nous, un jeudi. Hein. J'ai vraiment dû lire 2 fois en plus, c'est ça le truc. Mais donc voilà, c'est Daniel Guinchard, ou Guinchard, qui sera là, mais comptez sur moi pour l'appeler Daniel Guichard s'il arrive en F1 d'ici 7 ou 8 ans. Parce qu'évidemment, ce sera extraordinaire. Jean-Pierre Madère, TLC, non mais c'est ça sinon. J'ai presque envie de faire un mode Motorsport Manager où tu mets que les noms de chanteurs. T'aurais voilà, Jean-Pierre Madère, Sonny Chardin, enfin voilà, des trucs sympathiques quoi un petit peu. Mais en tout cas, bah voilà, on a hâte de voir Mike Crack et Daniel Guichard en Formule 1 prochainement. Ça sera très très chouette. Bon messieurs, on est là depuis 2 heures, je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'on a dit des choses très intéressantes et parlé de Daniel Guichard du coup. Donc voilà, c'est encore, voilà, vous voyez, C'est ça. on brasse toujours très large. Dans ce Zohan qui demande si Il y a Paul qu'un arrive. conducteur, là. Oui. Oui, Paul, effectivement, oui. Bonsoir. Oui, oui, l'Aston Martin est jolie, oui, d'accord. Oui, mais c'est un petit peu tard peut-être pour nous. Non, Paul Paul n'a pas profite pu être avec nous ce soir. Voilà, il profite évidemment des dernières épreuves des Jeux Olympiques. Il a quand même la chance d'être sur place, donc ce serait dommage de ne pas en profiter, de passer son lundi soir à être avec nous. Non, on le salue, Paul, et on espère que ça marchera mieux dans les prochaines. On retente mardi prochain. Voilà, on retente la connexion avec notre envoyé spécial, bien sûr. Mardi 20h30, donc on se retrouve pour le Grand Prix, bien sûr. Venez jeudi aussi à 20h30 pour le Racing Café. On devrait partir sur 7 ou 8 heures, hein, vu qu'on vient de réaliser quand même 2 heures sur la F1 2022, nous. Pensez que maintenant il y a l'info Daniel Guichard, donc ça peut être long. Ça peut être très long, donc venez jeudi, bien évidemment, dans cette très belle émission qu'est le Racing Café. Merci beaucoup, Franck. Merci, Manu. Merci à toi, merci à tous. Merci à vous, merci à tout le monde. Et merci beaucoup au chat, vous étiez très nombreux et très actifs, ça fait plaisir. Et on se retrouve à mardi prochain ou jeudi. Ciao. Ciao. Ciao.